Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle de la théorie du complot la plus documentée, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Imaginez, l'homme le plus puissant du monde a été assassiné et contrairement aux conclusions des enquêteurs, le coupable tout désigné n'est pas un tueur solitaire. La mort du président des États-Unis cache en fait un vaste complot qui a été planifié au plus haut niveau. Une conspiration qui montre une collusion sans précédent entre le crime organisé, les agences de renseignement et quelques-uns des plus éminents responsables du gouvernement. Enquête volontairement bâclée, destruction de preuves, mort suspecte de témoins gênants, mensonges d'État à répétition, intimidation. Tous les moyens sont bons pour cacher la vérité à des citoyens médusés. Et servir les intérêts politiques et financiers d'une caste toute puissante qui agit en toute impunité. L'assassinat de John Kennedy, c'est donc l'occasion pour tous parano de revenir sur l'un des événements historiques majeurs du XXe siècle. Une énigme qui ne révélera sans doute jamais tous ses secrets et que l'on peut considérer comme l'école du complot moderne. Do you want a man with spirit who is not afraid to fight? A man whose record shows that he will fight for what is right. A loyal man who'll bring the job a fresh new point of view. Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you. Kennedy, 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 for me. Kennedy, 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 Kennedy. Tous parano. Dallas, Texas. Nous sommes le vendredi 22 novembre 1963, 12h30, heure locale. John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis, est assis sur le siège arrière de la Lincoln présidentielle et salue la foule nombreuse venue l'acclamer. À ses côtés, son épouse Jackie, radieuse comme à son habitude, porte un tailleur rose. Le cortège traverse à vitesse réduite, à peu près 15 km/h, le centre de la ville. Mais lorsque la voiture décapotable passe sur Dealey Plaza, devant un immeuble de 6 étages qui sert de dépôt pour des livres scolaires, John Fitzgerald Kennedy est touché par un tir d'arme à feu. Lorsque ce coup de feu retentit, de nombreuses personnes présentes sur place pensent à un raté de moteur, voire à l'explosion d'un pétard. Les agents qui assurent la sécurité du président ne réagissent d'ailleurs pas immédiatement. Plusieurs témoins situés à proximité de la voiture voient pourtant le président Kennedy se tasser légèrement et porter soudainement ses mains à la gorge. Le gouverneur du Texas, John Connally, est assis devant le président sur le siège passager et lui aussi, il grimace de douleur. Une fraction de seconde après, une nouvelle balle atteint le président à la tête. Du sang, des fragments d'os et des bouts de cerveau sont projetés jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Le gouverneur Connally s'écroule. À ce moment-là, un des agents du Secret Service, qui se trouvait sur le marchepied de la voiture située juste derrière, se précipite vers la limousine présidentielle. Il réussit, non sans mal, à monter sur le capot arrière. Il se couche sur le président. La panique s'empare de la foule. Les badauds s'allongent sur le sol ou s'enfuient en courant. 6 à 9 secondes se sont passées entre les deux coups de feu. Une autre balle est tirée. Elle heurte le bord du trottoir et son éclat blesse un spectateur situé sur la pelouse juste à côté du véhicule présidentiel. Jackie quitte la banquette et rampe à 4 pattes sur le coffre de la voiture. Elle monte sur la plage arrière et se précipite sur son époux. Le cortège accélère enfin, obligeant Jackie à regagner sa place. Il fonce alors vers l'hôpital le plus proche, le Parkland Hospital. Un cordon de police est immédiatement déployé devant l'établissement. Il est alors 12h35. Le président est entre la vie et la mort. Il respire encore. Les médecins tentent le tout pour sauver John Kennedy. Après 20 minutes d'effort, tout aussi vain que désespéré, il prononce la mort du 35e président des États-Unis.
Il est tout juste 13h. À 13h33, la Maison-Blanche annonce officiellement la mort de JFK. S'ensuit sur CBS la célèbre intervention émue par Walter Cronkite. Depuis Dallas au Texas, l'information est apparemment officielle. Le président Kennedy est mort à 13h du centre, 2h de l'Est, il y a environ 38 minutes. Il est 14h. Jackie Kennedy, en état de choc, assiste pétrifié à une altercation entre les agents du Secret Service et la police de Dallas. Il se trouve en fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, qu'en 1963, le meurtre d'un président des États-Unis n'est pas considéré comme un crime fédéral. Oui, cela signifie, pour que les choses soient bien claires, que l'enquête sur les circonstances de l'attentat devrait avoir lieu au Texas, sous l'autorité de la police locale. Or, les représentants des autorités texanes sont interdits d'entrer dans le bloc où se trouve le corps de Kennedy. Et dès ce moment-là, certains membres de la police locale s'interrogent. Pour quelle raison leur cache-t-on le corps du président ? Pourquoi ne procède-t-on pas immédiatement à une autopsie ? Le corps du président, il est d'ailleurs placé très vite dans un corbillard et embarqué quasi immédiatement vers l'aéroport de Love Field, tout près de Dallas, là où stationne Air Force One, l'avion présidentiel. Les gardes du corps du président font ensuite monter le cercueil dans la cabine. Le vice-président, Lyndon Johnson, qui était lui aussi présent dans le cortège, mais 2 voitures derrière celle de Kennedy, attend quant à lui depuis de longues minutes dans l'avion. Il n'a pas été blessé lors de l'attentat et les services secrets l'ont rapidement exfiltré vers Air Force One quand Kennedy a été amené à l'hôpital. 1h05 après l'annonce de la mort de JFK, il prête solennellement serment à bord de l'avion juste avant que celui-ci ne décolle. La continuité du pouvoir est assurée. Oui, vous avez peut-être en tête ce cliché célèbre où on voit Johnson, la main levée, et puis Jackie Kennedy se tenant à ses côtés, portant toujours son tailleur, mais taché de sang. Mais revenons sur Dealey Plaza, où les événements se précipitent. Juste après l'assassinat, des premières rumeurs parviennent aux oreilles des policiers présents sur place. À ce moment-là, on ignore encore tout des circonstances de l'attentat et d'où ont bien pu tirer le ou les assassins. Les premiers témoins déclarent avoir entendu des coups de feu venant de devant le cortège. Ils indiquent une palissade qui est posée sur une butte en gazon située sur le côté droit de la rue. D'autres ont déclaré avoir vu un homme. Certains précisent même un homme armé. Posté à une fenêtre du 5e étage du dépôt de livres scolaires. D'autres encore estiment que les coups de feu provenaient bien de cet immeuble, bien qu'ils n'aient pas vu le tireur. Des agents de police s'introduisent donc dans le dépôt de livres. Au 5e étage du bâtiment, ils découvrent 3 douilles et un fusil de précision. La police fait alors le point sur les personnes présentes dans l'immeuble au moment du passage du cortège présidentiel. Et ils se rendent compte qu'un employé du dépôt, qui était présent le matin, est désormais introuvable. Il s'agit d'un certain Lee Harvey Oswald. Et en parallèle, entre 13h et 13h15, un agent de police de Dallas est abattu dans le quartier d'Oak Cliff, un quartier situé à une dizaine de minutes en voiture du dépôt de livres scolaires. Et là-bas, un homme à l'allure suspecte est remarqué par un vendeur de chaussures. Celui-ci a appelé la police. Le vendeur de chaussures précise que le suspect est entré sans payer dans un cinéma. Des policiers se rendent donc immédiatement sur place. À 14h, les policiers entrent en un éclair dans la salle de cinéma. Le suspect est maîtrisé, dans un calme relatif, bien qu'il sorte son arme. Son identité est découverte. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, l'employé recherché du dépôt de livres. Le lien avec l'assassinat de Kennedy est tout de suite établi. Oswald apparaît naturellement comme le suspect numéro 1. Il n'a pas fallu plus d'1h30 pour le retrouver. Il est transféré au commissariat principal de Dallas pour être interrogé. Les policiers trouvent en sa possession une fausse pièce d'identité au nom d'Alec James Idle. Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit de l'identité qui a été utilisée pour acheter le fusil retrouvé au 5e étage du dépôt de livres scolaires. On retrouve aussi sur Lee Harvey Oswald le revolver qui aurait servi à tuer le policier texan. L'enquête établit très rapidement que le suspect est un militant communiste très engagé. Le mobile semble donc tout trouver. Oswald, lui, nie son implication dans ces 2 meurtres. Au cours de la nuit, il est pourtant officiellement inculpé du meurtre du policier et de l'assassinat du président. Et durant la matinée du dimanche 24 novembre, on procède alors à son transfert vers la prison du comté. Et c'est alors qu'un homme l'abat à bout portant dans les sous-sols du commissariat. Tout ça a été filmé et en direct. Écoutez.
been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun. It's absolute panic. Absolute panic here in the basement of Dallas Police. Touché au ventre, il tombe dans le coma et il est transporté en urgence à l'hôpital de Parkland. Il y meurt le jour même, sans avoir repris connaissance. L'assassin d'Oswald, lui, est tout de suite maîtrisé. Son identité est révélée aux journalistes présents en grand nombre. Il s'agit d'un certain Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit à Dallas. Les enquêteurs ne parviennent pas en tout cas à expliquer comment Ruby a bien pu se trouver sur le passage d'Oswald, ni à établir fermement ses motivations. Tous parano. Revenons, si tu le veux bien, à bord d'Air Force One, que nous avions quitté juste après le serment de Lyndon Johnson. Que se passe-t-il par la suite, Gaël ? Eh bien, l'avion présidentiel atterrit sur la base militaire d'Andrews, tout près de Washington DC. Le corps de Kennedy est transporté à l'hôpital militaire de Bethesda afin que soit pratiquée son autopsie le soir même. Le choix du lieu de l'autopsie a été décidé par les plus hauts gradés de l'armée qui prennent, à ce moment-là, toutes les décisions. Et cette autopsie est pratiquée par 3 médecins militaires. Et il conclut que le président a été touché par 2 balles tirées de l'arrière. La première a traversé les muscles du cou, la seconde a frappé la tête. Et c'est bien cette seconde balle qui a entraîné la mort en causant des dégâts irrémédiables au niveau du cerveau. Après l'autopsie, le corps de Kennedy est embaumé et ramené à la Maison-Blanche. Le lendemain, le cercueil est transporté sur la rotonde du Capitole où, pendant toute la journée et la nuit qui suit, des milliers de personnes se pressent dans la chapelle ardente pour rendre un dernier hommage à JFK. Des images qui sont retransmises en direct et sans interruption ni même publicité par les 3 chaînes nationales, CBS, ABC et NBC. S'ensuivent les obsèques nationales le lundi 25 novembre 1963, 3 jours donc après le meurtre. Les représentants de 80 pays assistent aux funérailles. Le cortège funèbre est filmé par 60 caméras et rassemble 1 million de personnes sur le parcours du corbillard qui va du Capitole à la cathédrale où se déroule l'office religieux. Le général de Gaulle, qui fait partie des chefs d'État qui ont assisté aux funérailles, de retour à Paris, résume ses impressions ainsi. Oswald n'est qu'un faux assassin. Tiens donc. Jack Ruby, c'est un indicateur. Il agit pour le compte d'une police qui est, je cite, de mèche avec les ultras et qui a au moins laissé faire l'assassinat de Kennedy. Et il aurait ajouté « On ne saura jamais la vérité, car elle est trop terrible, trop explosive. C'est un secret d'État. Ils feront tout pour le cacher, sinon il n'y aurait plus d'États-Unis. » Le général complotiste. Oui, et un petit peu commissaire Maigret aussi. De quoi nous rendre tous parano. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Nous venons de voir les circonstances de l'assassinat de JFK en essayant de poser les faits le plus objectivement possible. Il nous a semblé nécessaire de commencer par planter ce décor, car le déroulé précis des événements, ainsi que les zones d'ombre et négligence de l'enquête préliminaire, constituent la base sur laquelle vont s'appuyer les premières critiques de la version officielle, et par la suite les innombrables théories du complot concernant l'assassinat de Kennedy. Tu viens de parler de la version officielle de l'assassinat de JFK. Eh bien, si nous nous concentrions à présent là-dessus. Avec plaisir. Cette première version officielle, c'est celle qui nous est livrée par la commission Warren. En effet, le 29 novembre, Lyndon Johnson, le nouveau président des États-Unis, eh bien, il a nommé une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'assassinat de Kennedy, la commission Warren. Et celui qui a donné son nom à cette commission, c'est Earl Warren. Il est républicain, c'est un éminent juriste, c'est l'ancien gouverneur de la Californie. Et surtout président de la Cour suprême au moment des faits. Alors en plus de Warren, nous avons 6 commissaires qui composent la commission, 4 parlementaires. Oui, dans un souci de parité, ce sont 2 sénateurs républicains et démocrates et 2 députés républicains et démocrates. Auxquels s'ajoute Alan Dulles, l'ancien directeur de la CIA. Oui, et qui venait d'être limogé par Kennedy. Un épisode dont nous vous reparlerons plus tard, gardez bien ça en tête. Et puis enfin, dernier commissaire, John McCloy, l'ancien président de la Banque mondiale. Dès la première session de travail de cette commission, en tout cas, Earl Warren exige de ses membres la plus grande discrétion. Invoquant la sécurité nationale, il leur demande de faire le serment de soutenir les conclusions du futur rapport, et ce, quoi qu'il arrive.
Et l'enquête dure 10 mois. On pourrait dire seulement 10 mois. La commission recueille en tout le témoignage de 552 personnes. Elle étudie les rapports de 10 agences fédérales, dont évidemment la CIA et le FBI. Les audiences se déroulent à huis clos par contre. Et donc le 27 septembre 1964, la commission remet enfin son rapport final. Il fait 888 pages. Ce rapport est remis au président Johnson et il est rendu public 3 jours plus tard. Les conclusions du rapport Warren, finalement, sont très simples. On pourrait presque dire simplistes. Gaël, si tu nous les résumais. Je vais essayer. Lee Harvey Oswald a agi seul et n'avait pas de complice, premier point. Depuis le 5e étage du dépôt de livres scolaires, il a tiré 3 fois. Une balle a manqué la limousine et 2 balles ont touché le président. L'une de ces 2 balles a également causé les blessures du gouverneur Connolly, rappelez-vous, assis devant. Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, a agi seul et n'avait pas non plus de complice. Et dernière conclusion, Ruby et Oswald ne se connaissaient pas. Dès leur publication, les conclusions de la commission Warren créent la controverse. Oui, il apparaît d'abord que la commission, comme on l'a remarqué tout de suite, a travaillé vite et peut-être trop vite. Surtout qu'on peut penser que l'administration Johnson souhaite avant tout écarter la thèse d'un complot communiste. Je m'explique. La découverte d'une telle conspiration, elle pourrait entraîner les États-Unis, le monde occidental même, dans une guerre apocalyptique. Une guerre contre l'Union soviétique et ses alliés. Bah oui, effectivement, nous sommes à ce moment-là, en plein cœur de la guerre froide. À l'époque préférée de tous parano. C'est effectivement la paranoïa. Un nombre de conseillers qui entourent le nouveau président Johnson craignent que les soviétiques n'attaquent les États-Unis, qu'ils profitent de cette confusion due à l'assassinat du président. Et ce scénario, finalement, il est d'autant plus réaliste que si vous vous souvenez bien de vos cours d'histoire au lycée, la crise des missiles de Cuba est toute récente. Oui, je me souviens de ces cours. Elle s'est déroulée 13 mois auparavant, d'ailleurs. Oui, et cette crise qui a opposé les États-Unis à l'URSS, alors après que les Américains se soient rendus compte que des missiles nucléaires soviétiques étaient quand même pointés en direction de leur territoire depuis l'île de Cuba, elle a mené les 2 blocs au bord de la guerre nucléaire. Oui, et pour beaucoup de gens, à ce moment-là, la prochaine crise sera la bonne. Plutôt la mauvaise. Oui, c'est vrai. Alors, ils sont nombreux dans l'administration américaine à vouloir éviter une telle confrontation directe. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Puisque le rapport Warren a été rendu public, ils sont nombreux à s'y plonger et se livrer à une analyse critique. Et ce qui ressort, c'est que les éléments troublants ne manquent pas. D'abord, la commission Warren n'a pas pris en compte un certain nombre de témoignages recueillis pourtant sur les lieux du drame. Si on parle de l'autopsie, on apprend en lisant le rapport Warren que les 3 médecins légistes n'avaient pas pratiqué pareil examen depuis plusieurs années. Ah oui. Pourquoi donc ont-ils été choisis pour accomplir cette tâche si sensible, cette tâche si fondamentale? Et oui, il devait trembler un peu. Bon, plus étonnant encore, on se rend compte que les membres de la commission Warren n'ont jamais eu accès aux radiographies et photographies des blessures mortelles prises pendant l'autopsie. Ces pièces ne figurent pas dans le rapport et elles ont été remplacées par de simples croquis. Comprenez bien, les conclusions de la commission Warren se basent donc sur des dessins approximatifs qui décrivent les blessures du président. Alors c'est déjà problématique, mais que dire, Gaël, du fait qu'aucune recherche concernant les trajectoires des balles n'ait été effectuée durant l'autopsie? Il apparaît en tout cas de plus en plus clairement que les hauts gradés de l'armée présents dans la salle durant l'autopsie ont orienté le travail des médecins légistes. Et il y a peut-être encore plus troublant. Ah oui, c'est possible ça. Non mais c'est que le début, Gaël. Si l'on se penche maintenant sur l'assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby. Oui. Rappelez-vous, la commission Warren a conclu que les 2 hommes ne se connaissaient pas. Pourtant, un élément connu qui contredit cette affirmation est totalement absent du rapport. Il faut revenir ici à la conférence de presse organisée dans les locaux de la police de Dallas par le procureur Wade le 23 novembre 1963. C'est donc le lendemain de la mort de Kennedy et la veille de la mort d'Oswald. Oui, et cette conférence de presse, elle est filmée, donc c'est un élément effectivement bien connu. Au cours de cette conférence de presse où le procureur livre au public les premiers éléments de l'enquête et décrit le profil d'Oswald, un homme qui n'est pas journaliste interrompt brutalement le magistrat. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jack Ruby. Ah tiens tout. Et celui-ci est passablement éméché, Et il intervient soudainement pour rectifier les propos du procureur qui se trompe en nommant le groupuscule politique
auquel Oswald appartient. Ah oui, il nomme ce groupuscule Free Cuba Movement. Alors, comme le dit Jack Ruby, c'est Fair Play for Cuba. Une information qui s'avère en tout cas parfaitement exacte. Et qui peut paraître anodine d'ailleurs à ce moment-là. Oui, mais qui nous fait poser la question, comment Ruby pouvait donc connaître le nom de ce groupuscule sans qu'aucun lien n'existe entre les deux hommes? D'autant plus que groupuscule, c'est un euphémisme, puisque Oswald en est le seul membre. Toujours est-il que pour les sceptiques, eh bien une question s'impose là. Pourquoi la commission Warren n'a demandé ni enquête ni éclaircissement à ce sujet? That dark day in Dallas, November 22, 1963 AD, a devil's dream came true, an evil dream came true. Tous parano. Plusieurs investigations concernant les manquements de la commission Warren sont menées par des journalistes les mois qui suivent la publication du rapport d'enquête. L'une d'entre elles va faire grand bruit aux États-Unis, mais surtout chez nous, puisqu'on la doit à un Français du nom de Léo Sauvage. Oui, il est bien élevé pourtant. Un petit mot sur lui peut-être. Oui, alors Léo Sauvage, il est né en 1913 en Lorraine. Il fait des études de droit, mais il devient d'abord critique dramatique. Et à la Libération, il devient critique de cinéma et fonde une revue à laquelle participent notamment Boris Vian ou encore Jacques Prévert. Et malgré ce casting de luxe, la revue connaît de grandes difficultés financières. Alors Léo Sauvage prend une décision. Il décide d'émigrer aux États-Unis. Alors il va continuer de là-bas à travailler pour la presse française. En 1948, il va rentrer à l'agence France Presse. Et puis en 1950, il va devenir le correspondant aux États-Unis pour le journal Le Figaro. Et c'est à ce titre qu'il couvre la visite de Kennedy à Dallas en 1963. Et il fait ainsi partie du petit nombre de journalistes qui ont eu le privilège de suivre au plus près ces événements de A à Z. Surtout, c'est l'un des rares reporters à ne pas être américain ce jour-là. Il a donc un point de vue unique sur l'attentat. Mais peut-être ce qui est encore plus particulier, c'est que dès les premières heures du drame, Léo Sauvage est persuadé de l'innocence de Lee Harvey Oswald. Oui, Léo Sauvage compare d'ailleurs ce qu'il appelle l'affaire Oswald à l'affaire Dreyfus. Il estime qu'Oswald est le bouc émissaire parfait. Celui-ci n'a d'ailleurs-t-il pas tout de suite clamé son innocence? Et lorsque le contenu du rapport Warren est rendu public, eh bien Sauvage décide de se lancer dans une contre-enquête, en s'efforçant de retracer avec le plus de détails possible tous les épisodes de la vie d'Oswald avec une idée en tête. Alors là, je vais citer, c'est démontrer qu'il est logiquement insoutenable, juridiquement indéfendable et moralement inadmissible d'affirmer que Lee Harvey Oswald est l'assassin du président Kennedy. C'est ainsi qu'en 1965, il publie le fruit de son travail, dans le livre sobrement intitulé « L'affaire Oswald ». Et ce livre, il devient immédiatement l'ouvrage de référence le plus documenté et le plus consulté à l'époque pour tous ceux qui s'interrogent sur la culpabilité d'Oswald. Et ses arguments séduisent. On peut lire par exemple dans un article du Monde daté du 22 juin 1965 la critique suivante, là je cite également. La démonstration s'étend sur plus de 400 pages. Elle est en grande partie convaincante. Si Oswald avait été jugé, il est fort probable que sa culpabilité n'aurait pu être prouvée. Toute la conduite de l'enquête prouve que les 7 sages entre guillemets de la commission Warren se sont préoccupés de prouver qu'Oswald aurait pu tuer John Kennedy et non de chercher à savoir qui a véritablement tué le président. La même année, il est interviewé par l'ORTF. Écoutez. Je ne suis pas anti-américain. Je ne suis certainement pas communiste, mais je n'aime pas qu'on me prenne pour un imbécile. Et je sais que dans aucune justice du monde, le fait d'être possesseur de l'arme du crime est considéré comme une raison suffisante pour être considéré comme coupable. Autrement dit, il faut prouver qu'il s'en est servi. Alors Geoffroy, qu'est-ce que Léo Sauvage nous apprend sur Oswald dans ce livre? Lee Harvey Oswald donc est né à la Nouvelle-Orléans en 1939. Il n'a pas de père, élevé par une mère célibataire, et il connaît une enfance difficile et instable. Et quand je dis instable, c'est qu'à l'âge de 17 ans, il a changé déjà 22 fois de domicile et 12 fois d'école. Alors il navigue entre la capitale de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, et Dallas.
Il est alors décrit par ses proches comme étant solitaire, taciturne. Il a une dyslexie et malgré cela, c'est un lecteur frénétique. À 15 ans, il découvre Marx et achète Le Capital et le manifeste du Parti communiste. Et alors qu'il dévore toute la littérature marxiste qu'il peut acheter... Des ouvrages qui ne sont pas si faciles que ça à dénicher dans l'Amérique des années 50. Ouais, c'est vrai. Eh bien, il prépare parallèlement son entrée chez les Marines. Un petit peu paradoxal, on pourrait dire. Mais... Ouais, et il suit 8 mois d'entraînement intensif. Entre octobre 56 et mai 57. Au bout desquels il est accepté comme soldat de première classe. Il a seulement 17 ans, l'âge minimum pour entrer dans l'armée d'ailleurs. Il se spécialise dans les radars, ce qui l'amène en août à être envoyé sur une base militaire au Japon. Et ce n'est pas n'importe quelle base, puisqu'il s'agit de la base d'Atsugi, d'où décollent les fameux avions espions U-2, cher Abono, qui volent au-dessus de l'Union soviétique dans le cadre d'un programme secret. Et Oswald, toujours un petit peu instable, a des problèmes d'adaptation là-bas. Il est notamment traduit 2 fois en cour martiale au Japon pour s'être battu avec un officier et aussi pour port d'armes illégal, ce qui lui vaut d'être renvoyé au pays. Donc aux États-Unis, et là il est affecté à la base d'El Toro, ça se trouve en Californie. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il commence alors peu à peu à se désintéresser de la carrière militaire. Oui, et il exprime aussi de manière de plus en plus claire et publique ses opinions marxistes, ce qui ne lui attire pas la sympathie de ses camarades de régiment d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Il y a à cette époque énormément de revues en russe. Bon, il écoute des disques en russe, apparemment très fort dans l'attente. Il s'adresse aux autres, soit en russe, soit en contrefaisant en accent russe, ce qui est quand même... Ouais, dans la chambrée, ça doit être quelque chose. Ouais, et donc sur la base d'El Toro, écoute bien, il hérite d'un surnom au cœur, on l'appelle Osvaldokovitch. Bon, et en septembre 59, il décide donc de quitter les Marines en prétextant que sa mère est souffrante. Mais il a déjà programmé l'étape suivante de sa vie, aller vivre en Union soviétique. Ma mère est souffrante. Pour gagner l'URSS, il passe alors par la France, puis l'Angleterre et enfin la Finlande, où il y obtient un visa touristique de 6 jours. Et le 16 octobre 1959, il touche enfin le sol de la terre promise. Il arrive à Moscou. Le jour même, il demande la nationalité soviétique. Elle lui est refusée. Oswald menace alors de se suicider. Tout va bien, les bonnes vacances quoi. Les autorités lui accordent quand même le droit de rester. Oui, mais pas à Moscou. Oswald est envoyé à Minsk, l'actuelle capitale de la Biélorussie. Nous sommes alors en janvier 1960 et il est surveillé jour et nuit par le KGB. Ça sera le cas là, pendant toute la durée de son séjour. Il faut quand même préciser, pour se donner une idée, que c'est la première fois qu'un Américain réside à Minsk. Bon, il semble, dans un premier temps, en tout cas, y être heureux et trouver son bonheur. Il travaille dans une usine métallurgique, il a un appartement gratuit et il aussi bénéficie d'une allocation gouvernementale en plus de son salaire. Ça, c'est pour nos auditeurs communistes qui pensent que c'est le meilleur système du monde. Eh oui, Oswald, en tout cas, aussi, il se le dit. Mais son enthousiasme va s'estomper. Ça, c'est pour tous les autres. Le retour du réel, quoi, c'est ça? Oui. Bon, cela dit, petite éclaircie dans la grisaille soviétique, non? Ah, une rencontre amoureuse peut-être. Tout à fait, en mars 61. Elle s'appelle Marina Nikolaevna Prusakova. C'est une étudiante, elle a 19 ans, et il la rencontre lors d'un bal organisé au Palais des syndicats. Ah, ça c'est le glamour dans sa version socialiste. Ouais, il se marie moins d'un mois plus tard, et elle emménage directement chez lui. Et la suite logique... Elle tombe rapidement enceinte, bien sûr. Eh bah oui, c'est le parfait amour. C'est les soviétiques, les Russes. Bon, et lors d'un voyage à Moscou, Oswald prend contact avec l'ambassade américaine, et maintenant il souhaite rentrer au pays. Peut-être c'est le poids de la paternité. Peut-être. Enfin bon, toujours est-il que lorsque sa fille June naît en février 62, les Oswald sont toujours bloqués à Minsk. Il leur faudra attendre le 1er juin de cette année-là pour qu'ils n'embarquent tous les 3 pour les États-Unis. Tous parano. De retour au pays de l'oncle Sam, la famille Oswald s'installe près de Dallas. De son côté, Marina, sa femme, s'acclimate assez mal à la vie américaine. D'autant plus que son époux refuse qu'elle apprenne l'anglais.
Les Oswald parviennent bien à tisser quelques liens parmi la communauté des émigrés russes de Dallas, mais bon, ça suffit pas. Et puis le couple, il commence à battre de l'aile. Lee Harvey Oswald se montre même violent, et durant cette période, il perd plusieurs fois son travail. L'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices. Et où on dit ça? Bon, bref. Mais même nos auditeurs communistes l'ont entendu. Et Oswald profite de son temps libre d'une drôle de façon quand même. Il prépare en secret un gros coup. Ah bon? Ah oui, alors il a appris à contrefaire des documents officiels. Il se fabrique alors une fausse pièce d'identité. Dans quel but? Eh bien, acheter des armes. Et pourquoi acheter des armes? Pour assassiner le général Edwin Walker. Ah oui, pas encore Kennedy. Alors, le général Walker, lui, c'est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, c'est un anticommuniste virulent et un partisan de la ségrégation raciale. Il représente donc tout ce que déteste le camarade Oswald. Ce qui est intéressant, c'est aussi de dire que le général Walker, eh bien, il a été relevé de son commandement en avril 61 par le président Kennedy. La raison, c'est qu'il a distribué de la littérature d'extrême droite à ses troupes. Et voilà qu'Oswald commence à surveiller Walker en février 1963. Il prend des photos de son domicile et de ses environs, et le 10 avril, il laisse en russe une note à sa femme, Marina, et il quitte son domicile avec un fusil. Et le soir même, alors que Walker est tranquillement assis chez lui à son bureau, Oswald lui tire dessus. Il est à une distance de 30 mètres, mais c'est peut-être un petit peu étonnant, il ne parvient pas à atteindre sa cible. Je dis étonnant parce qu'Oswald, c'est un ancien Marines rompu à l'exercice. Et là, il panique. Ayant peur de se faire arrêter, Oswald fuit à la Nouvelle-Orléans. Il oblige Marina, restée à Dallas donc, à écrire à l'ambassade du RSS pour demander l'autorisation d'y retourner. Les soviétiques ne donnent pas suite, et déçu, Oswald se tourne vers Cuba. Oui, voilà, c'est ça. Il devient du jour au lendemain un ardent défenseur de Fidel Castro. Et c'est à ce moment-là qu'il crée son association dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu sais, Fair Play for Cuba. On évoquait Fair Play for Cuba lorsque nous parlions des conditions de son assassinat par Jack Ruby. Et au mois d'août, il est arrêté par la police de la Nouvelle-Orléans suite à une bagarre sur la voie publique. Oswald était en train de distribuer des tracts pro-Castro. Et ce sont des exilés cubains qui l'ont agressé. Bon, s'ensuit un procès qui attire quand même l'attention des médias, preuve quand même que cet événement n'est pas totalement anodin. Il y a même une station de télévision locale qui lui propose de le filmer en train de distribuer des tracts pour illustrer un reportage consacré à l'affaire. Oui, parce que Cuba c'est un sujet sensible quand même, et puis pour lui c'est un petit moment de gloire. Un court entretien est même diffusé. Il s'explique sur ses convictions politiques. Écoutez. Je ne suis pas communiste. Êtes-vous marxiste? Bien, j'ai étudié la philosophie marxiste et d'autres philosophies. Je suis marxiste, oui. Que revendiquez-vous? Nous revendiquons la restauration des relations diplomatiques et des échanges touristiques avec Cuba. Oswald accepte dans la foulée une seconde interview. Alors cette fois-ci une interview à la radio. Et le journaliste chargé de l'entretien, eh bien, à sa grande surprise, va le questionner sur son séjour en Union soviétique. Ce séjour, il l'avait toujours tenu secret. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, avoir vécu en URSS, c'est presque un acte de traîtrise. Et là, Oswald se sent démasqué. Il n'y a plus d'avenir pour lui ni pour son organisation en Louisiane. Il n'a d'autre choix que de rentrer à Dallas. Et donc, Lee Harvey Oswald y retrouve sa femme Marina, qui va bientôt accoucher, là, d'un deuxième enfant. Oswald, lui, n'a pas retrouvé de travail. Cette situation commence à inquiéter leur entourage. Une amie de Marina suggère alors à Oswald de tenter sa chance pour trouver une place au fameux dépôt de livres scolaires. Le lieu, rappelez-vous, d'où il aurait tiré sur Kennedy le jour de l'assassinat. Il y est embauché et commence à travailler le 15 octobre, soit 5 semaines là, avant la mort du président. 3 jours plus tard, Marina donne naissance à leur seconde fille, Audrey. Et pendant les semaines qui suivent, Oswald ne reste pas à la maison, il va au travail, et on ne peut pas dire qu'il se fasse particulièrement remarquer par ses collègues de bureau. Par contre, la relation de couple avec Marina, eh bien, elle se dégrade à nouveau. Et le FBI de Dallas s'intéresse enfin, pourrait-on dire, à Oswald. Tu dis enfin parce qu'effectivement, lorsqu'il est rentré du RSS, il n'a pas particulièrement été embêté par l'agence de renseignement. Et le 1er novembre, Marina est interrogée, elle, par des agents à son domicile. Lorsque Oswald l'apprend le soir, il devient très nerveux. S'ensuit en plus une deuxième visite. Oswald a vraiment l'impression d'être harcelé par le FBI. Et donc 2 semaines après cet épisode, là nous sommes le 19 novembre, la semaine du coup de l'assassinat de Kennedy, le Dallas Times Herald,
le journal local, publie le trajet du cortège du président Kennedy. Oui, on peut l'imaginer, c'est pour pouvoir aller applaudir le président ou pas être dérangé si on a des courses à faire en ville, quoi. Oswald, qui selon Léo Sauvage, a la sacro-sainte habitude de lire le journal de la veille oui, c'est gratuit du coup. Dans la salle de repos de son travail, aurait donc appris que le président Kennedy allait s'apprêter à passer devant le dépôt de livres scolaires le 20 novembre. Oui, ça peut paraître anodin, mais ce que nous dit Sauvage en soulevant cet élément, c'est que Oswald n'aurait eu donc que 2 jours pour préparer son attentat. Exactement, c'est pas énorme. Le 22 novembre, le jour en question donc, lorsque Marina se lève, elle découvre que son mari a disparu. Il a simplement laissé sur le bureau $170 et son alliance. Et puis la suite, vous la connaissez. Ou du moins vous le croyez. Blablabla, on te fait croire tellement de conneries dans la vie. Dans son livre, Léo Sauvage ne se contente pas d'énumérer les grandes étapes de la vie de Lee Harvey Oswald. Il cherche également à apporter les preuves de son innocence. Alors, qu'en est-il des éléments à décharge énoncés par le journaliste français Geoffroy ? Ceux-ci sont très nombreux. On peut en dénombrer près d'une centaine, qui, mis bout à bout, provoquent naturellement un fort sentiment de doute. Ah oui, ça c'est l'effet millefeuille argumentatif, de toute façon. C'est que le début, à nouveau. Nous avons donc choisi ici de faire le tri entre toutes ces hypothèses et nous allons vous donner seulement les éléments que nous avons jugés les plus troublants de l'enquête réalisée par Sauvage. Commençons par le mobile du crime qui n'est pas clair. Oswald a tenté d'assassiner le général Walker, un personnage qu'il compare d'ailleurs pour se justifier à Hitler. John Kennedy se situait à l'opposé, rappelez-vous, du spectre politique de Walker. Difficile donc de voir la cohérence entre ces 2 projets d'assassinat. Ben oui, pourquoi vouloir attenter à la vie d'un politicien d'extrême droite, puis quelques semaines plus tard, à celle d'un libéral comme JFK ? Et d'autre part, Kennedy souhaitait apaiser les relations avec Cuba. Oswald, pro-cubain, ne pouvait être en désaccord avec cette ligne de conduite. Alors pour Sauvage, Oswald n'avait donc aucun mobile politique pour tuer le président. Léo Sauvage cite d'ailleurs un témoin qui relate avoir entendu Oswald faire, je cite, l'éloge du président Kennedy pour son action dans le domaine des droits civiques. Plus généralement, Sauvage considère que la commission Warren ne s'est pas intéressée, comme dans toute enquête criminelle classique, aux ennemis connus du président, qui pouvaient être, eux, détenteurs évidemment d'un mobile. L'enquête s'est acharnée au contraire sur le premier suspect, sans mener une enquête plus large, sans jamais envisager finalement d'autres possibilités. Si l'on en revient au jour du drame et à ses circonstances maintenant, de nombreux témoignages rendent le scénario d'un Oswald tueur impossible. 4 témoins ont dit avoir vu Oswald au rez-de-chaussée entre 11h45 et 12h25. Oui, 12h25, c'est donc 5 minutes avant les tirs. Et d'après d'autres témoins, Oswald a encore été vu, mais cette fois-ci 90 secondes après l'assassinat. Et toujours au rez-de-chaussée, une bouteille de Coca-Cola à la main devant un distributeur de boissons. Oswald est d'ailleurs décrit comme calme et pas du tout essoufflé. Cela a de quoi étonner, parce qu'au cours des dernières minutes, s'il était le tueur, il aurait d'abord dû déplacer plusieurs dizaines de cartons de livres pour constituer donc le nid du tireur, ensuite préparer son arme, tirer sur le président, et puis, une fois son forfait commis, dissimuler le fusil et surtout courir le plus vite possible afin de descendre par les escaliers de service les 5 étages, tout en essayant, une fois en bas, d'apparaître le plus normal possible. Et tout ça donc en un peu plus de 5 minutes. Parlons des empreintes maintenant. Seules 3 empreintes sont retrouvées sur les dizaines de cartons qu'Oswald aurait donc dû manipuler pour faire son nid, comme je disais. Sachant que la commission Warren a bel et bien indiqué qu'il ne portait pas de gants. On aurait dû donc en retrouver partout sur les cartons. Oui, sur les cartons et pareil sur l'arme. Une seule empreinte de la paume de la main d'Oswald a été relevée par la police sur le fusil. Or, comme l'écrit Sauvage, celle-ci n'a pas été relevée tout de suite, dès que l'arme a été récupérée. Et c'est d'autant plus bizarre, puisque cette arme a été dans un second temps confiée au FBI, et que le FBI n'a pas non plus procédé au relevé des empreintes. Oui, et ce n'est que lorsque l'arme revient à la police de Dallas, donc plusieurs jours après, que l'empreinte est enfin relevé. Or, Oswald est déjà mort à ce moment-là. Sauvage, il envisage donc que l'empreinte a été obtenue de la main d'Oswald, mais à la morgue. Et donc que la police aurait créé une preuve de toute pièce. Enfin, les interrogatoires d'Oswald maintenant. Ils ont été menés par la police durant sa garde à vue, le 23 novembre. Ils n'ont pas été consignés, et le prévenu n'a pas été assisté par un avocat, et ce, malgré ses demandes. Non mais c'est dingue quand même. Imaginez, il n'y a aucune trace écrite des déclarations d'Oswald pendant sa garde à vue. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il s'agit d'un simple oubli ? Autant d'éléments, dans tous les cas, qui nourrissent la thèse de l'innocence d'Oswald.
La première étincelle d'un incendie qui va pas s'éteindre de sitôt. Car si personne n'a encore clairement envisagé l'hypothèse d'un complot à large échelle... Et on va y arriver grâce à un homme dont l'entrée en scène va changer notre perception de ces événements, et ce, pour toujours. Cet homme, c'est Jim Garrison. Ça me rend parano. Je suis parano. Je suis parano. Tous parano. C'est super bon ce qu'on mange là, hein. T'as pris quoi, toi, comme problème principal ? Bah, tu me connais, quoi. Je fais dans les classiques. Donc j'ai pris un petit gumbo aux crevettes. Je me serais pas risqué à prendre ton entrée, par contre. Ouais, enfin bon, quelquefois, toi, tu manques d'audace. Tu prends des huîtres Rockefeller, bon, c'est bien, hein, c'est pas super osé quand même. Bon, je sais que venant de toi, c'est un petit clin d'œil au nouvel ordre mondial, mais bon. Tu vois, c'est pas un reproche que je te fais, hein, mais je trouve que plus ça va, bah, plus tu passes à côté d'expériences qui valent le coup, quoi. Ouais, c'est bon, ça va, quoi. Non, mais tu vois, mon entrée, là, la soupe de tortue. Crois-moi, c'est vraiment délicieux. J'avais jamais mangé un truc comme ça. Bah c'est bien, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, on est là, peinard, super resto, et puis là, j'ai l'impression que tu fais la gueule. Je peux pas ne pas y penser. Quoi ? Penser à quoi ? Eh bien, penser à Napoléon. À quoi tu veux que je pense ? À la plus grande erreur géopolitique de l'empereur, voire de l'histoire de France. Mais pourquoi, bon sang, est-ce qu'il a vendu la Louisiane aux Américains ? Qu'est-ce qui lui est passé par sa putain de tête à Bicor ? Arrête de ressasser le passé. Faut que tu te débarrasses de cette mauvaise habitude. Hein. Et puis, plus tu bois, plus tu rumines. Ouais, je sais. Ouais, c'est bon, maintenant, profite un peu du moment. C'est pas tous les jours qu'on est à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Regarde autour de toi. C'est festif, c'est coloré. Le Bourbon, t'adores ça, il coule à flot. Et puis, on est sur les traces de Jim Garrison. Bon, t'as raison. Présentons Jim Garrison, parce que c'est la figure incontournable des théories du complot portant sur l'assassinat de John Kennedy, et qu'on est quand même dans tous parano, quoi. J'aime quand t'es comme ça, je préfère. Le procureur Garrison, le seul magistrat qui, à ce jour, a engagé des poursuites sur le meurtre de Kennedy. Personnage fondamental pour notre récit, qui a d'ailleurs été immortalisé sur grand écran par Oliver Stone dans l'excellent film JFK sorti en 1991. Oui, et si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille ce film, hein, JFK, dont personne ne peut sortir indemne. Tant Oliver Stone parvient à instiller le doute chez le spectateur. Ce film est centré autour de Jim Garrison, joué par un Kevin Costner, t'as trouvé bien. Ah, son top. Ouais. Et il raconte toute l'enquête afin de prouver l'existence d'un complot entourant la mort de Kennedy. Il n'y a pas d'indice. C'est une des enquêtes les plus mal organisées, les plus bâclées que j'ai jamais vues. Chérie, tout ça s'est passé il y a 3 ans. Nous avons déjà eu assez de mal à l'effacer de nos esprits et il faut encore que tu remettes ça sur le tapis. Tu es le procureur de la Nouvelle-Orléans. Tu ne crois pas que l'assassinat de Kennedy est hors de ta juridiction ? Il y a tellement de gens importants qui se sont penchés là-dessus. Je ne peux pas arriver à imaginer qu'un homme aussi intelligent qu'Earl Warren ait pu lire ce qui se trouve dans ses rapports. Oui, tu as peut-être raison, chérie. Je te donne 1 heure pour résoudre cette affaire jusqu'à ce que j'ai couché les enfants. Et ensuite, tu es à moi. Monsieur Kennedy devra attendre demain matin. Et anecdote amusante, Jim Garrison, je veux dire le vrai, hein, ouais. Eh bien il joue dans ce film. Et il joue pas n'importe quel rôle, même si c'est un petit rôle, entre guillemets. C'est celui d'Earl Warren. Le président de la commission Warren. Oui, tout à fait. Bon, ceci dit, commençons, Gaël, si tu veux bien, par raconter son histoire. Jim Garrison est né en 1921 dans l'état rural de l'Iowa. Patriote, il s'engage dans l'armée suite à l'attaque de Pearl Harbor. Il a alors 20 ans. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il commence des études de droit à l'université. Diplôme obtenu, il intègre le FBI. Et après 2 ans au sein de l'agence de renseignement, il devient assistant du procureur à la Nouvelle-Orléans. Là, on est en 54. Et 8 ans plus tard, alors qu'il vient d'avoir 40 ans, eh bien, il est élu pour la première fois procureur de la Nouvelle-Orléans. Et on peut dire que l'action de Garrison est d'ailleurs appréciée de ses concitoyens, puisqu'il est réélu à son poste 3 fois de suite au cours des 12 années suivantes. Et au début de son second mandat, là nous sommes à l'été 66, donc 3 ans après la mort de Kennedy, eh bien Garrison, il a une conversation, pas avec n'importe qui, avec le sénateur de la Louisiane, et ce dernier lui fait part de ses doutes quant à la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Ouais, Garrison, il est interloqué par les interrogations soulevées par ce sénateur. Et alors,
Il se plonge dans l'étude approfondie du rapport d'enquête de la commission Warren, qui était donc rendu public, souvenez-vous. Et il est très insatisfait par ce qu'il y trouve, par les nombreuses questions qui restent sans réponse. Alors il prend une décision un peu étonnante. Il décide d'entreprendre, dans le plus grand secret, sa propre enquête sur l'assassinat du président, sous le nom de code The Smith Case. Et il se penche alors de près sur les relations étonnantes que Lee Harvey Oswald pouvait entretenir à la Nouvelle-Orléans l'été qui précède l'assassinat de Kennedy. Et 2 hommes attirent donc plus particulièrement son attention. Oui, il s'agit de 2 hommes qui ne cadrent pas du tout avec le portrait de militants communistes qu'on fait à ce moment-là d'Oswald. Le premier, c'est un certain Guy Bannister. Lui, c'est un détective privé de métier qui est connu pour fréquenter des cercles d'extrême droite. Et le second se nomme David Ferry, un ancien pilote de ligne se décrivant lui-même comme un anticommuniste fanatique. Imaginez Oswald le Rouge fréquenter ces 2 hommes, interroge. Alors si le premier, Guy Bannister, a succombé à une thrombose 2 ans auparavant, Garrison nourrit alors l'idée de faire du second, David Ferry, son témoin principal lorsqu'il aura assez d'éléments pour porter l'affaire devant les tribunaux. Et là, malheureusement pour Garrison, l'existence de son enquête fuite. Celle-ci est dévoilée par une journaliste dans la presse locale le 17 février 1967. Seulement 5 jours se passent et David Ferry est retrouvé mort à son domicile dans des circonstances très suspectes. Ah oui ? En effet, la cause de la mort, constatée par le médecin légiste, c'est une rupture d'anévrisme. Pourtant, on retrouve chez lui 2 lettres de suicide. Et à cela s'ajoute le fait que l'un de ses associés en affaires est lui aussi retrouvé mort moins de 12 heures après. Celui-là, il a été torturé et abattu par arme à feu, et puis son crâne ouvert à l'arme blanche. Les premières morts suspectes d'une longue série. Mais malgré la divulgation de son enquête et la mort étrange donc de son témoin principal, Garrison ne lâche pas le morceau. Il passe à l'offensive même. En effet, une semaine plus tard, la divulgation de son enquête, nous sommes le 1er mars, il fait arrêter un homme d'affaires originaire de la Nouvelle-Orléans, un personnage qui aurait fréquenté aussi bien Bannister que Ferry et qui va être la cible, par défaut, du procureur, Clay Shaw. Le procès s'ouvre en 1969, donc cela fait plus de 3 ans que Garrison a commencé son enquête, et il peut enfin développer sa théorie. Garrison accuse Shaw d'être un agent de la CIA et le centre d'une conspiration ayant mené à l'assassinat de JFK. Shaw aurait comploté l'assassinat de Kennedy avec des exilés cubains. Il accuse également de complicité certains membres haut placés de l'administration et même le nouveau président Lyndon Johnson dans ce qu'il ose nommer l'exécution d'un coup d'État. C'est la première fois que quelqu'un ose émettre publiquement cette thèse. Tous parano. Les allégations de Garrison sont fondées sur de nombreuses informations et recoupements. Nous allons donc tenter maintenant de synthétiser la plupart des faits et des hypothèses amenées à la connaissance du jury lors du procès qui tendent à démontrer l'existence d'un complot. Ouais, un exercice qui n'est pas facile tant le dossier est complexe et les zones d'ombre nombreuses. Alors Gaël, tu te lances ? Je suis là pour ça. La première chose qu'essaie d'établir Jim Garrison, c'est de démontrer que les véritables raisons de l'assassinat de John Kennedy ont été cachées. Pour lui, l'hypothèse qui a conduit à faire de Lee Harvey Oswald le seul responsable de la mort de JFK ne tient pas la route. Pour Garrison, les coupables sont à chercher du côté des cercles anticastristes animés par Bannister, Ferry et Clay Shaw dont on vous parlait. On va vous expliquer tout ça. Et pour cela, on va revenir sur le profil de ces hommes et sur leurs activités pour le moins troubles. D'abord, Guy Bannister. Quel portrait en fait Jim Garrison ? Bannister, c'est un ancien policier. En 1934, il intègre le département spécial de la justice, qui deviendra plus tard le FBI. Il y travaille pendant 20 ans. Il devient par la suite membre de la police de la Nouvelle-Orléans. Mais il est poussé vers la sortie après avoir formulé des accusations de corruption qui mettaient en cause le maire de la Nouvelle-Orléans. Alors il crée une agence de détectives, là on est en 61. Et cette agence est située en plein cœur du quartier des services de renseignement. On y trouve les antennes locales du FBI ou de la CIA. Cette proximité ne doit rien au hasard. Parce que cette agence de détectives privés est, selon Garrison, une couverture qui permet de dissimuler des opérations illégales menées par la CIA sur le sol américain. Tu dis ça parce qu'il faut bien comprendre et savoir que la CIA, elle a formellement l'interdiction, normalement, d'exercer sur le sol des États-Unis. D'où la nécessité de recourir à des méthodes
peu orthodoxe, quoi. Et anticommuniste convaincu, Bannister a le profil pour être choisi par la CIA pour mener à bien cette tâche. Son agence sert alors de lieu de rassemblement à des exilés cubains qui s'opposent à Fidel Castro. Sous la supervision de Bannister, ces hommes sont entraînés militairement dans les environs de la Nouvelle-Orléans. Tout ça est secret. Et c'est ainsi que Guy Bannister participe à la logistique de l'opération du débarquement de la baie des Cochons à Cuba. Bon, petit rappel historique, on parle de l'opération montée par la CIA sur ordre du président Eisenhower, le prédécesseur de Kennedy. C'est une opération qui, lancée en 61, vise à faire débarquer une troupe de 1500 Cubains formés, équipés et dirigés par les États-Unis, afin de restaurer un régime compatible avec les intérêts américains sur l'île. Et l'agence de Bannister sert entre autres choses à stocker des armes et des munitions pour préparer ce débarquement. Et c'est comme cela qu'il est amené à travailler avec un pilote qui partage son anticommunisme viscéral, le deuxième homme, David Ferry. Ferry s'est spécialisé dans les opérations aériennes périlleuses de livraison d'armes à Cuba. Avec un nom comme ça, il aurait dû le faire par bateau, mais bon. Il est unanimement considéré comme l'un des meilleurs pilotes dans son domaine. Ferry et Bannister deviennent proches. Potes comme cochons, on pourrait dire. Ils tissent également des liens avec le parrain de la Nouvelle-Orléans, Carlos Marcello. Ferry, en effet, il utilise les compétences du mafieux qui est un expert du trafic de drogue pour parfaire l'acheminement d'armes vers Cuba. Et de son côté, Bannister, lui, profite de l'argent de Marcello, généré par le trafic, pour financer ses camps d'entraînement d'exilés cubains dont on vous parlait. Et enfin, Cléchaud. Donc le troisième homme. Oui, l'homme d'affaires richissime et influent de la Nouvelle-Orléans, qui est le principal accusé du procès. C'est l'autre, selon Jim Garrison, grand argentier de ses activités troubles. Tous les ingrédients sont donc réunis pour servir la thèse d'un complot à large échelle. Nous avons la mafia, la CIA, un groupuscule secret fondé par un ancien policier sympathisant d'extrême droite, fréquenté par un pilote trafiquant et un businessman insaisissable, tous unis pour fomenter un coup d'État. À Cuba. Oui, mais aussi aux États-Unis, non ? Alors on y arrive, mais avec ce mobile. Tous déplorent le manque d'action du président Kennedy contre la menace communiste et sa mollesse envers le régime de Fidel Castro. Il faut changer le président. Illustration de cette faiblesse de l'administration Kennedy, le débarquement de la baie des Cochons, qui s'avère être finalement un fiasco. En effet, Kennedy, par peur d'une réaction soviétique, refusa au dernier moment d'appuyer cette opération au sol avec un bombardement aérien. Oui, l'épisode du débarquement de la baie des Cochons apparaît alors comme le plus grave échec militaire, diplomatique et stratégique des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. De hauts responsables de l'armée et des agences de renseignement imputent volontiers cette débâcle au président Kennedy. Et Kennedy, lui, il en a conscience de ça. Alors il décide de ne pas tergiverser. Concrètement, il réduit les pouvoirs de la CIA et il force son directeur, Allen Dulles, à la démission. Mais là, il n'aurait pas dû faire ça. L'hostilité à son encontre continue de croître. Et l'année suivante, c'est la crise des missiles de Cuba. On vous en parlait déjà tout à l'heure. Cette crise, ça constitue le formidable révélateur de la menace qui pèse plus que jamais sur l'Amérique. Et Kennedy, là encore, plutôt que la guerre, il choisit la détente, l'apaisement avec Cuba et le dialogue avec l'URSS. Et tout ceci est perçu par les anticastristes, la CIA aussi, et puis les autorités militaires d'un point de vue général, comme une trahison. Ce recours permanent à la diplomatie est clairement interprété comme la preuve de l'impuissance du président Kennedy. Même la mafia, qui avait lourdement financé sa campagne électorale, se joint aussi à la fronde anti-Kennedy. Et oui, parce qu'avec la reprise potentielle de Cuba, la mafia s'imaginait récupérer les revenus liés au jeu, à la prostitution qu'elle engrangeait sur l'île avant la Révolution. Et maintenant, elle doit faire une croix définitive sur cette manne financière. Oui, parce qu'en 62, Kennedy s'engage publiquement à ne jamais envahir Cuba. Et en 63, il concrétise cet engagement en faisant fermer sur le sol des États-Unis les camps d'entraînement des exilés anticastristes. Son sort est scellé. Pour les plus radicaux, il faut éliminer Kennedy, c'est ce que tu veux dire. Il en va de la survie des États-Unis. Ça va nous rendre parano tout ça. Nous venons de résumer la première théorie du complot de l'assassinat de JFK telle qu'elle est présentée par Jim Garrison. Mais attends, une question me vient, Geoffroy, là. Et Oswald, alors, comment vient-il s'agréger à cette conspiration telle qu'elle est formulée par le procureur de la Nouvelle-Orléans ? On sait plusieurs choses. Déjà qu'Oswald a séjourné à la Nouvelle-Orléans quelques mois avant l'assassinat de Kennedy. Comme nous l'avons déjà précisé également, Garrison a découvert au cours de son enquête de nombreuses coïncidences qui relient Oswald, Bannister et Ferry. Entrons dans les détails.
Premièrement, lorsqu'Oswald tractait pour son organisation Fair Play for Cuba, dont il est l'unique membre, c'était juste à côté des locaux de l'agence de détectives de Bannister. Oswald utilisa même une adresse, sur certains tracts, qui correspondait à l'immeuble occupé par Bannister. Une coïncidence étonnante, quoi. Oui, une coïncidence d'autant plus étonnante que nous sommes au cœur du quartier du renseignement à la Nouvelle-Orléans, comme on l'a déjà dit. Alors comment se fait-il du coup qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une enquête ou d'une opération de surveillance ? Ce genre d'agence aime bien savoir qui sont leurs voisins. Surtout quand il suffit de regarder par la fenêtre pour la mener, cette opération de surveillance. Et puis nous sommes quand même en pleine période anticommuniste, alors ça surprend. Oui, mais ce n'est pas tout. Et Garrison, il tient d'un informateur que Lee Harvey Oswald a été vu à plusieurs reprises dans les bureaux même de l'agence de Bannister, en compagnie de David Ferry, le pilote. Ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve, lors de son arrestation, la carte de bibliothèque de David Ferry dans le portefeuille d'Oswald. Ouais, bon, il avait peut-être fait tomber, puis Oswald l'avait ramassé, il s'est dit, tiens, je le recroiserai. Bon, bref, vous comprenez, c'est quand même un fait déroutant. Et là, surprise, le FBI ne creusera jamais officiellement cette piste. Ouais, tout ceci est bizarre et Garrison se demande finalement si Oswald n'est pas un espion ou un agent double. Donc, à ce niveau-là de notre récit, deux hypothèses peuvent être avancées pour comprendre les liens entre Oswald, Ferry et Bannister. Formulons la première hypothèse ainsi. Oswald croyait vraiment à la cause communiste. Il aurait cherché à infiltrer le groupe paramilitaire créé par Bannister pour découvrir les intentions secrètes de la CIA envers Cuba. Le bon vieil entrisme des trotskistes. Oui, si tu veux. Il aurait alors fait semblant de tisser des liens avec ses ennemis, mais au bout de quelques semaines, il aurait été démasqué. Son départ précipité de la Nouvelle-Orléans, souvenez-vous, peut être interprété alors dans ce sens. Oui, on lui aurait alors fait porter le chapeau de l'assassinat de Kennedy, car c'était un traître qui possédait tous les traits du suspect idéal. En l'accusant, les véritables organisateurs du complot pouvaient rester dans l'ombre. C'est la théorie de l'arroseur arrosé en quelque sorte. Deuxième hypothèse maintenant, et totalement à l'opposé. Oswald aurait été en fait un anticommuniste convaincu. Lui qui a vécu chez les soviétiques, qui parle russe, se sera en réalité fait passer pour un rouge toute sa vie. Et il aurait été au final manipulé, sacrifié, alors qu'il n'était qu'un rouage parmi d'autres d'un vaste complot afin de protéger des intérêts supérieurs. C'est la théorie du fusible. Dans les deux cas, on peut imaginer qu'Oswald allait s'apprêter à divulguer aux enquêteurs les véritables commanditaires de l'assassinat de Kennedy. Mais ces deux théories, celle de l'arroseur arrosé et celle du fusible, qui semblent dans tous les cas séduisantes. Il faut bien reconnaître qu'elles sont intellectuellement insatisfaisantes. Bah ouais. Si l'on tient compte des tenants et des aboutissants de chacune de ces hypothèses, des contradictions insolubles apparaissent pour l'une comme pour l'autre. Bref, si vous avez l'impression de vous y perdre, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ouais, et que ça, c'est pas fini. Je crois que je suis parano. Si Garrison a déjà levé pas mal de lièvres, en revenant sur la mécanique du drame le jour de l'assassinat de Kennedy, il va encore plus marquer les esprits. Pour ce faire, il va appuyer sur l'une des faiblesses majeures du rapport Warren, la théorie de la balle unique. Oui, une théorie qui va renommer, non sans ironie, la théorie de la balle magique. On le rappelle, pour la commission Warren, Oswald est le seul tireur, et il a tiré 3 balles, dont une qui n'a pas touché sa cible. Pour expliquer le nombre important de blessures retrouvées sur les corps de Kennedy et du gouverneur Connelly, la commission Warren a donc avancé une théorie, celle de la balle unique. La théorie de la balle unique considère que c'est une seule et même balle, donc, qui a provoqué les blessures à la gorge et au dos de Kennedy, et la totalité des blessures du gouverneur Connelly. Alors, selon Garrison, il n'y a qu'à suivre les conclusions du rapport Warren pour voir quelle trajectoire cette balle aurait adoptée. Et c'est là qu'on se marre. Ce serait plus simple d'avoir un schéma devant les yeux, mais on est sur un podcast, alors imaginez et essayez de visualiser ce qu'on va vous dire maintenant, parce que c'est quand même hallucinant. Alors on commence. La balle serait arrivée par derrière. Elle serait d'abord entrée dans le dos du président.
Et première bizarrerie, elle se serait mise ensuite à remonter le long de la colonne vertébrale de façon à ressortir à l'avant du cou du président Kennedy. Oui, de là, elle aurait ensuite viré à droite. Deuxième bizarrerie, et serait entrée dans l'aisselle droite du gouverneur Connelly, qui était assis devant Kennedy, je rappelle. Troisième bizarrerie, la balle serait ensuite redescendue cette fois-ci, toujours le long de la colonne vertébrale, bon cette fois-ci du gouverneur Connelly, et lui aurait brisé la 5e côte. Nouvelle dinguerie, cette balle serait ressortie un instant, puis aurait repénétré dans le corps de Connelly, lui brisant le bras droit et lui coupant net le tendon du pouce. Là, elle serait encore une fois ressortie en zigzag pour se loger finalement dans la cuisse gauche du gouverneur. Et aussi fou que cela puisse paraître, cette balle unique, ou magique, c'est selon, aurait été retrouvée sur un brancard à l'hôpital où elle serait tombée d'elle-même de la cuisse du gouverneur. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la commission Warren. Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, mais le plus incroyable, peut-être, c'est que cette balle, elle a été récupérée quasiment intacte. Mais comment cette balle a-t-elle pu causer autant de blessures en traversant deux corps, en ricochant de cette manière plusieurs fois sans être davantage détériorée? Et ce d'autant plus, comme le rappelle Garrison, que plusieurs tests ont été menés avec des balles similaires, et ce par le FBI. Des tirs dans des poignées de cadavres humains, par exemple, ou des carcasses de chèvres. Oui, c'est pour voir comment les balles réagissent. Et tous ces tests aboutissent au même résultat. C'est-à-dire que les balles sont extrêmement endommagées. En clair, ces balles sont complètement écrasées, complètement déformées. Elles ont éclaté en de multiples morceaux, après avoir percuté plusieurs os, transpercé plusieurs organes. Oui, on comprend bien, c'est tout l'inverse de la balle magique, quoi. Jim Garrison en conclut donc qu'une telle trajectoire est impossible, contrairement aux affirmations donc de la commission Warren. Et puis, il y a les déclarations de John Connelly, le gouverneur du Texas. Lui, il a bien affirmé, et depuis toujours, avoir été touché après le président. Son témoignage est soutenu par les déclarations du personnel médical de l'hôpital, où Connelly est admis juste après les tirs. Les médecins, ils ont affirmé avoir extrait une balle de sa jambe. Or, d'après le rapport officiel de la commission Warren, la balle est déjà tombée d'elle-même de la plaie, on la retrouve sur le brancard. Une contradiction encore flagrante. De quoi nous rendre tous parano. Tous parano. Moi je suis parano. Gaël, nous n'avons toujours pas abordé la question principale. C'est pas vrai, il s'est déjà passé des choses, mais tu veux parler de la troisième balle? Oui, la balle mortelle, celle qui a touché Kennedy à la tête. Donc Garrison, sur ce sujet, il apporte à la connaissance du jury un nouvel élément, encore plus précieux que tous les témoignages qui ont été recueillis sur place le jour de l'assassinat. Tu veux parler du film de Zapruder? Tout à fait. Le film de Zapruder, probablement le film amateur le plus célèbre de tous les temps. Ce film a été tourné par un certain Abraham Zapruder, un fabricant de vêtements pour dames de Dallas, passionné par le cinéma et les techniques de prise de vue. Démocrate et admirateur de Kennedy, c'est l'un des témoins clés de l'assassinat du président. Avec sa caméra personnelle achetée un an plus tôt, une caméra à la pointe de l'innovation pour l'époque, Zapruder, il réalise un film Super 8 de 26,6 secondes. Il est debout sur un bloc de béton. Il commence à filmer la limousine présidentielle un tout petit peu avant qu'elle arrive devant le dépôt de livres scolaires. Toute la scène est sur pellicule. Après la confusion qui suit les tirs, Zapruder croise un reporter du Dallas Morning News et il lui dit qu'il a enregistré toute la scène. Ce journaliste en fait part à un agent des services secrets présent dans le cortège. Et du coup, environ 1 heure après l'assassinat, Zapruder reçoit la visite de 2 hommes, le journaliste et l'agent. Et il accepte, en bon citoyen, de confier son film, à condition, bien sûr, que celui-ci ne soit utilisé que dans le cadre de l'enquête. Oui, et donc 3 copies de première génération, si on peut dire, sont faites, 2 copies étant confiées au Secret Service, et la 3e, il se la garde quand même, Zapruder. Il se la garde, et 3 jours plus tard, finalement, il avance cette copie à Life Magazine. Bon, pour un montant, faut le dire quand même, considérable pour l'époque, $150 000 quand même. A posteriori, il aurait pu demander plus, mais bon, certains deals ne se refusent pas, quoi. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que sous la pression des services secrets, un accord interdit quand même que l'image montrant l'explosion de la tête du président ne soit jamais publiée. Oui, un peu de pudeur. Cette image est appelée l'image 313 et elle rend compte du moment précis de l'impact de la balle qui a causé la blessure mortelle de Kennedy. Et au prix d'âpres négociations, Garrison parvient à obtenir du magazine Life le film Zapruder pour le projeter devant le jury à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit tout, Gaël, on y voit tout. Et au moment où on arrive à l'image 313... La fameuse, ouais. Comment ne pas être stupéfait
par le brusque mouvement de la tête et du buste du président vers l'arrière. Oui, et vers la gauche. Ce qui donne l'impression très nette que le tir vient donc de devant. Et de droite. Et absolument pas, en tout cas, de derrière. Et de la gauche. Conclusion. Et même conclusion logique, je dirais. Un tir venu de devant n'a pu donc être tiré du dépôt de livres scolaires qui lui était situé derrière la limousine, et donc de la position qu'aurait tenue Lee Harvey Oswald. Et dans le prolongement de ce que tu dis, un tir venu de devant implique donc nécessairement la présence d'au moins un autre tireur. Et donc, à partir de 2, l'existence d'une conspiration. Oui, car au sens juridique, si 2 tireurs sont impliqués, c'est à minima un complot. Bon alors, avec tous ces éléments qui sont quand même frappants et qui sont apportés à la connaissance du jury, on peut d'ores et déjà penser que Garrison va gagner son procès les doigts dans le nez. Oui, mais attention Geoffroy. Le jury doit uniquement statuer sur la culpabilité de Clay Shaw, le riche homme d'affaires. Et malgré tous ses efforts, Garrison a moult difficultés à relier l'homme d'affaires à l'assassinat. Aussi spectaculaire soient ces théories, il lui manque ce petit quelque chose donc pour emporter la conviction définitive des jurés. Oui, tu dis d'autant plus vrai que certains témoins appelés à la barre par Garrison se rétractent par exemple au dernier moment, et il faut dire aussi que les avocats de Clay Shaw excellent dans la défense de leurs clients. Oui, il peut les applaudir, et à juste titre, puisque le 1er mars 1969, Shaw est déclaré non coupable par le jury à l'issue d'une délibération. Bon, là, elle n'a pas duré très longtemps, moins d'1 heure. Garrison ronge évidemment son frein. Mais bon, il ne peut pas en rester là, parce qu'il sait au fond que confronter Shaw, ça demeure son unique moyen pour prouver ses théories. Et donc seulement 2 jours après le verdict, Garrison il fait à nouveau arrêter Shaw. Cette fois-ci pour faux témoignage, car ce dernier a affirmé lors du procès ne connaître ni Ferry ni Oswald. S'ensuit une bataille juridique entre Garrison et les avocats de Shaw, une bataille qui confine, il faut bien le dire, à l'acharnement judiciaire, parce qu'au bout de 2 ans, c'est quand même une injonction permanente contre Garrison qui est émise et qui lui interdit à partir de là de poursuivre le millionnaire. Shaw, s'il avait de l'argent, en tout cas il en a plus, il est ruiné par ce procès. Ils étaient bons ces avocats, mais ils coûtent cher. Et il attaque alors Garrison afin de pouvoir toucher des dommages et intérêts. Bon, il meurt en 1974 d'un cancer du poumon, ça règle le problème. Et de son côté, Garrison, lui, perd son siège de procureur aux élections suivantes. Vous le comprenez, pour Garrison, c'est donc clairement un échec, il a perdu sa bataille juridique. Mais son important travail ne va pas rester sans suite, car à peine 5 ans plus tard, les plus hautes instances judiciaires lui donneront finalement raison. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tous parano. Tous parano. Tous parano. I have never been a quitter. Je n'ai jamais été un lâche. Quitter mes fonctions avant la fin de mon mandat m'est une chose odieuse. Mais en tant que président, je dois mettre les intérêts de l'Amérique en premier. Donc, je démissionnerai de la présidence à midi demain. Bon, vous venez d'entendre le président Richard Nixon annoncer sa démission. Nous sommes le 9 août 1974 et le scandale du Watergate bat son plein. Mais quel rapport, mon cher Gaël, avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy ? C'est que ce scandale du Watergate, par un effet de boule de neige, va avoir des conséquences considérables sur la vie politique américaine. Et cela va aboutir à une réouverture de l'enquête concernant la mort de JFK. Oui, le Watergate entraîne une perte de confiance des Américains dans leur gouvernement. La crise est politique, mais aussi morale. Une commission d'enquête sénatoriale voit ainsi le jour en 1975. Elle s'appelle la commission Church. Cette commission va conduire un examen approfondi du fonctionnement des agences fédérales. Toutes les agences sont passées au crible. On parle là du FBI, de l'IRS, donc c'est le fisc américain, la NSA, et puis la dernière, la CIA. Oui, car toutes ces agences, comme la presse le démontre à l'époque, ont trempé de près ou de loin dans le scandale du Watergate. Mais lorsque la commission Church démarre son travail, personne n'imagine l'ampleur des révélations qui vont être faites. La commission va par exemple démontrer l'implication de la CIA dans les assassinats ou les tentatives d'assassinat des chefs d'État au Congo, à Cuba, en République dominicaine, au Vietnam. Et scandale peut-être plus grave, la commission Church va révéler également que les agences de renseignement se livrent à de nombreuses activités illégales sur le sol même des États-Unis. Et il révèle aussi qu'il y a plus de 300 000 citoyens américains qui sont fichés, considérés comme des opposants à la guerre du Vietnam.
Et peut-être plus intéressant encore pour notre épisode, la commission Church aboutit à la conclusion claire que le FBI et la CIA ont commis de nombreuses négligences au cours de nombreuses enquêtes. Je parle des assassinats de Malcolm X. Ça c'est en 65. De Martin Luther King. En 68. De Bobby Kennedy. En 68 aussi. Et bien sûr, de John Fitzgerald Kennedy. Qui aurait été le premier de la liste, en 63. Pour rester justement sur l'assassinat de Kennedy, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cet épisode, cela signifie que les conclusions de la commission Warren sont pour la première fois questionnées, et là, au plus haut niveau institutionnel. Et concomitance des événements, c'est à ce moment-là qu'est diffusé pour la première fois le film Super 8 d'Abraham Zapruder à la télévision américaine. Nous sommes en direct, le 6 mars 1975, et des millions de téléspectateurs qui regardent cette émission sont sous le choc des images. Oui, l'état de sidération s'explique par la violence de la séquence, mais aussi par sa nouveauté. On le rappelle, jusqu'alors, seules les personnes présentes dans la salle du tribunal du procès de Clay Shaw, mené par Garrison, avaient pu voir ces images. Alors là, leur diffusion, c'est un séisme. Des copies pirates du film de Zapruder commencent à circuler, et les théories du complot, du coup, se multiplient. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. La version officielle de la commission Warren est alors massivement rejetée par l'opinion publique. Dites-vous bien qu'en 1975, 87% des Américains pensent qu'on leur ment au sujet de l'assassinat de Kennedy. Il faut donc faire quelque chose. L'année suivante, en 1976, le Congrès des États-Unis décide donc de créer un comité chargé d'enquêter spécifiquement sur les assassinats du président JFK et de Martin Luther King, le US House of Representatives Select Committee on Assassinations. En bon français, le comité restreint de la Chambre sur les assassinats. Oui, ou en plus simple, parce que je ne vais pas le redire comme ça à chaque fois, c'est l'acronyme HSCA. Ce comité, donc, reprend les enquêtes sur ces deux affaires, King et Kennedy, à zéro. Il réétudie les pièces, réentend certains témoins et fait examiner tous les éléments par des experts médicaux, des experts balistiques, photographiques et acoustiques. Tout y passe. Après 3 ans de travail, les résultats du HSCA sont assez partagés. D'un côté, le comité entérine bon nombre des conclusions de la commission Warren sur les circonstances de l'assassinat. Mais de l'autre côté, de nouveaux éléments la remettent complètement en cause et rejoignent même la plupart des hypothèses de Garrison. Oui, c'est ça. Le comité confirme que ce sont les 2 balles de Lee Harvey Oswald qui ont touché Kennedy et le gouverneur Connolly. Mais il affirme en même temps que ce sont 4 coups de feu qui ont été tirés et non pas 3. Ce qui implique, logiquement, l'existence d'un second tireur. Et ce complice à l'identité donc inconnue aurait alors coordonné son action avec Oswald, c'est ça? Oui, donc on aurait bien affaire à un complot. Et en dehors de cette question des tirs, cette thèse du complot est étayée par de nombreuses découvertes faites par le comité HSCA. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que le comité démontre à plusieurs reprises que la CIA a caché ou détruit des éléments essentiels pour l'enquête. C'est ainsi que la CIA possédait un dossier secret sur Lee Harvey Oswald, un dossier qui n'avait jamais été transmis à la commission Warren et qui est enfin adressé au comité. Et que constate le comité ? Non sans surprise, pourrais-je dire, c'est que ce dossier, tel qu'il leur est adressé, est quasiment vide. Oui, et c'est la même histoire à propos du dossier militaire d'Oswald. Lui aussi, jamais transmis à la commission Warren, et lorsque les membres du comité HSCA demandent à le consulter, ils découvrent, effarés si on peut dire, que le dossier d'Oswald a été détruit. Officiellement à la suite d'un nettoyage de routine. Eh ouais. Le directeur de la CIA, à l'époque où le comité mène son enquête, est cependant obligé de reconnaître que son agence en sait beaucoup plus que ce qu'elle a partagé jusqu'alors. Par exemple, il admet qu'Oswald a reçu une assistance gouvernementale pour gagner Moscou, souvenez-vous, lors de son périple en Union soviétique. Mais ça avait été caché et on peut quand même se demander pourquoi. Oui, on peut, ouais. Et puis tout aussi surprenant, le comité s'interroge sur le fait qu'Oswald n'ait pas été surveillé par les agences de renseignement lors de son retour. Devant la commission Warren, les représentants du FBI et de la CIA avaient prétexté une surcharge de travail, ce coup-ci, pour se justifier. Et 12 ans plus tard, le directeur de la CIA, il avoue finalement que le parcours d'Oswald avait en réalité été suivi minutieusement par ses services. Par exemple, tout son courrier avait été ouvert et contrôlé. Alors pour quelle raison, toujours, cela avait-il été gardé secret à l'époque ? Essaie de nous faire croire tellement de choses.
Le comité essaie également de reconstituer le fil des événements de la journée de l'attentat. Et là aussi, les surprises sont nombreuses. Oui, la reconstitution réalisée par le HSCA, qui reproduit les tirs attribués à Lee Harvey Oswald depuis le 5e étage du dépôt de livres scolaires, n'est pas concluante. Dans cette expérience, on se rend compte qu'au moment supposé du second tir, la vue est totalement obstruée. Masqué par un immense chêne, un tireur ne peut, de cette position, atteindre la cible avec précision. C'est assez incroyable comme constatation, parce que finalement tout repose sur cette deuxième balle. Qui est supposée être la balle mortelle qui touche Kennedy en pleine tête, de derrière. Et ce n'est pas tout. Lors de ses travaux, le HSCA découvre un autre film amateur réalisé par un certain Charles Bronson. Charles Bronson ? À pas confondre avec l'acteur préféré de ta maman. Ses petites moustaches, tout ça, le nettoyeur, le justicier... C'est un film, ce film de Charles Bronson, donc, est tourné au moment du drame comme celui de Zapruder. Mais, c'est très intéressant, il est filmé d'un angle opposé, surtout on ignorait jusqu'alors son existence. Le HSCA apprend que ce film a été immédiatement confisqué par le FBI le jour de l'assassinat de Kennedy. C'est dingue quand même. Tenu secret depuis 1963, il n'avait jamais été intégré à l'enquête. Et ce qu'on peut y voir sur ce film est d'autant plus dingue puisqu'on distingue clairement la présence de 2 personnes au 5e étage du dépôt livre scolaire juste avant les tirs. Estomaqué, le HSCA demande illico un complément d'enquête au FBI. Bon, l'agence est visiblement sourde, puisque encore aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, le FBI n'a toujours pas donné suite à cette demande. À tout cela s'ajoute la sécurisation du cortège, qui n'a pas été jugée à la hauteur. Le comité souligne en effet de nombreuses défaillances dans la protection rapprochée du président. Les services secrets sont pointés du doigt, les protocoles de sécurité en vigueur n'ont pas été appliqués. Oui, petite liste de ces négligences. Pas d'agents présents sur les toits. Pas de fermeture systématique des fenêtres des bâtiments situés sur le parcours, ce qu'on fait d'habitude. Pas de motards roulant sur les flancs de la limousine présidentielle. On peut ajouter également que l'itinéraire du cortège a changé au dernier moment. Tout ceci pose évidemment question. Tous ces éléments mis bout à bout bouleversent complètement la version des faits de la commission Warren. Et confirment la plupart des hypothèses émises par le procureur Garrison. Néanmoins, si le HSCA estime, je cite, que le président Kennedy a été assassiné dans le cadre d'une conspiration, les participants de ce complot ne sont pas identifiés. Le comité rejette fermement l'hypothèse de l'implication de la mafia, des mouvements anticastristes, de la CIA, du FBI, des services secrets, faute de preuves claires. Par contre, la participation de membres appartenant à ces différentes organisations, c'est pas exclu, mais ce serait à titre individuel. Bref, on est sur une ligne de crête à la recherche d'un équilibre impossible à trouver. Le HSCA demande alors au ministère de la Justice de poursuivre l'enquête sur l'assassinat de Kennedy sur les bases de ses conclusions. Et que se passe-t-il alors, Geoffroy ? Eh bien, le ministère met 8 ans à répondre à cette demande. Il y a un problème quand même dans les courriers de l'administration américaine, visiblement. Ça a dû se perdre. Ils ont privatisé la poste entre-temps. La réponse tient en 5 pages. Ah ouais. Et je te les résume. Il n'y aura pas de réouverture de l'enquête. Aucun nouvel élément apporté par le HSCA ne permet de conclure à l'existence d'une conspiration. Donc tout ce qu'on vient de dire, c'est du vent. C'est incroyable. Oui, vu tout ce qu'on a dit, c'est même surréaliste. Le HSCA a bien relevé qu'il y avait un second tireur impliqué, donc une conspiration, que l'appareil fédéral américain dans son entier, c'est-à-dire l'administration Johnson, les institutions officielles, la police de Dallas, le FBI et la CIA, tous avaient menti au plus haut niveau. C'est vraiment une décision incompréhensible. Ouais, de quoi, une fois de plus, nous rendre tous parano. Tous parano. À la suite de la publication des conclusions du HSCA en 1979, des dizaines de chercheurs et auteurs vont écrire des centaines de livres sur le sujet. On va assister à la multiplication folle de théories prétendant mettre en lumière les véritables responsables de l'assassinat de Kennedy,
chacun y allant de sa théorie du complot. Oui, mais certains de ces essais sont brillants et extrêmement bien documentés. Puis évidemment, dans le tas, d'autres sont plutôt dans le sensationnalisme. Bon, en fait, il y a un peu de tout dans la masse de la littérature consacrée à l'assassinat de Kennedy. Et puis c'est la même chose pour les dizaines de documentaires et de films qui ont été réalisés depuis la fin des années 70. Alors plutôt que de parler en détail des livres ou des films qui ont été les plus marquants, Gaël, je vais te proposer quelque chose. Ah ouais ? Avant de conclure cet épisode, c'est que nous listions toutes les personnes qui ont été accusées d'avoir conspiré pour éliminer Kennedy. D'ailleurs, on peut faire un petit jeu pour terminer cet épisode, si tu veux. Chacun à notre tour, on donne l'une de ces théories du complot, et puis l'autre, il doit expliquer ce que c'est, quel est le mobile des conspirateurs, et dire à quel point cette théorie est crédible. Ça te dit ? Ah ouais, carrément. Allez, c'est parti. Première théorie, Wall Street et les milieux financiers des États-Unis sont les vrais coupables de l'assassinat de Kennedy. Oula, tu commences pas par le plus simple. Bon, tu vas réussir. Alors, le mobile, c'est pas si compliqué pour le coup, c'est que Kennedy menaçait les intérêts des grandes banques privées. Pourquoi ? Parce que ces grandes banques privées, elles étaient, et elles sont d'ailleurs toujours actionnaires de la Réserve fédérale. Un petit peu de contexte, on va dire. La Réserve fédérale, c'est l'organe qui a le monopole de l'émission de monnaie aux États-Unis. Mais en juin 63, Kennedy l'autorisa l'émission de 4 milliards de dollars, c'est pas rien, par le département du Trésor. Le département du Trésor, c'est l'équivalent de notre ministère de l'économie. L'État, quoi. C'est la première fois donc qu'un président ose aller contre ce monopole que s'étaient octroyé ces plus grandes banques américaines. Oui, c'est ça. Bon, alors sur une échelle de probabilité, sachant que 1, c'est très improbable, et 10, c'est très probable comme théorie, qu'est-ce que tu mettrais ? Eh bien, je dirais un petit 3. Parce que c'est vrai que la politique économique de Kennedy n'a pas particulièrement favorisé les grandes banques. Enfin bon, on est aux États-Unis. Même s'il a des conceptions qui ne sont pas franchement libérales, de là à le faire assassiner, j'ai du mal à y croire. Hein. Bon, à mon tour du coup, parce qu'on fait comme ça, là, ouais, chacun, ok. Petit ping-pong ? Petit ping-pong, ok. Moi, je vais faire quand même plus évident. Hein. Je suis pas au niveau, c'est ça ? Bon, allez, vas-y. Théorie numéro 2. C'est en fait Lyndon Johnson qui est derrière l'assassinat de Kennedy. Ah, ok. C'est plus évident, mais il y a beaucoup à dire. Alors, le mobile. Basiquement, devenir calife à la place du calife. La mort de Kennedy permet à Johnson d'entrer à la Maison-Blanche, mais aussi de devenir le candidat du Parti démocrate pour l'élection présidentielle qui va arriver, quelques mois plus tard, en 64. Élection qu'il remportera d'ailleurs. Oui, qu'est-ce que tu dirais du contexte ? Johnson, il est souvent décrit comme un homme un peu aux abois. Avant l'assassinat de Kennedy. Et Kennedy, justement, envisageait de ne plus le reconduire comme vice-président. Il faut dire qu'il traînait quelques casseroles, Johnson. Enquête pour trafic d'influence, détournement de fonds, blanchiment d'argent et corruption. Et puis pour info, comme par hasard, ces enquêtes vont s'arrêter une fois que Johnson est élu président. On peut ajouter aussi, je me permets, le fait que Johnson était du Texas, l'État où JFK a été assassiné. Enfin, ça fait quand même partie d'un faisceau comme ça de raisons qui peuvent nous faire ou pas adhérer à cette théorie du complot. Tu veux influencer ma note, c'est ça ? Un petit peu, parce que, regarde où je veux en venir. On sait qu'il était très influent sur ces terres. Il a quand même été sénateur du Texas pendant 12 ans. Donc en tenant compte, si tu veux, de son implantation régionale, Johnson, c'est l'homme parfaitement en place qui pouvait couvrir des actions illégales dans le Texas et permettre aux uns et aux autres d'opérer sans entrave. Ça se tient, c'est vrai. Quel indice de probabilité selon toi ? Allez, là, ça vient de gagner 0,5 points. On est sur un 6,86 sur 10. Je suis un matheux, je suis précis. Surtout si on considère qu'un certain Mac Wallace, l'homme de main personnel de Johnson au Texas, aurait, selon certaines sources, été impliqué directement dans l'assassinat de Kennedy. Ah oui, non mais là, c'est encore autre chose. Ouais. Une affirmation encore plus intrigante quand on sait que les empreintes digitales de Wallace ont été retrouvées sur le fusil laissé par Oswald dans le dépôt de livres scolaires. Tu veux dire que sur le fusil en question, ouais, où il y avait juste la petite empreinte peut-être faite à la morgue ou je ne sais quoi. Il y avait 2 empreintes, dont celle de l'homme de main, entre guillemets, du président Johnson. Ouais, je sais que ça donne le tournis. Bon, allez, je rajoute 0,2, on va mettre 7 sur 10 du coup. Ok. Bon, allez, à toi. Théorie numéro 3, ce sont les pétroliers qui sont responsables de l'assassinat de Kennedy.
Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Ben, le mobile, c'est simple, c'est l'argent, les gros sous, quoi. Toujours les gros sous. Bah oui. Il y a du contexte quand même qui peut appuyer cette théorie, c'est que Kennedy préparait une réforme fiscale, une réforme sans précédent, hein, qui allait coûter des millions de dollars aux grandes compagnies pétrolières. Les grandes compagnies pétrolières, hein, elles sont essentiellement présentes dans le Texas, les 3 plus grosses, hein, Texaco, Chevron et Shell. C'est au Texas. Ok, tu me parais chaud. Qu'est-ce que tu donnes comme probabilité là du coup? Je donne 6 sur 10. Je peux pas donner plus que ce que tu viens de faire, mais au-dessus de la moyenne, parce que ces compagnies pétrolières, c'est quand même les principaux financiers de Johnson. Et que Johnson, comme par hasard, mettra à la poubelle la réforme fiscale prévue par Kennedy. Si je mets pas plus, c'est parce que je les vois pas à l'initiative d'un tel complot, même si bon, c'est vrai que ça tient un petit peu la route. Oui, et puis c'est un peu naïf, les pétroliers, c'est pas non plus des rigolos. Hein. Oui, mais je te propose plus lourd que les pétroliers. Encore moins rigolo, j'ai envie de dire. Pour la théorie numéro 4. Ah, qu'est-ce que tu me donnes? Il famoso complexe militaro-industriel. Oh, ok, merci. Bon, le mobile, là aussi, c'est évidemment l'argent. Alors le contexte, c'est la guerre du Vietnam. Hein, elle sévit depuis 2 ans. Ce que souhaitait Kennedy, c'est entamer le retrait des troupes américaines présentes là-bas en cas de réélection. Un retrait qui aurait signifié un manque à gagner donc considérable pour l'industrie de l'armement. C'est tout à fait ça. Et pour étayer ton propos, on peut donner quelques chiffres. Après la mort de JFK, à partir de 64-65, quoi. C'est là où les États-Unis commencent à intervenir massivement, avec le déploiement de véritables troupes au sol, et les dépenses militaires explosent. En 63, c'est 350 milliards. C'est déjà pas mal. Oui, mais en 69, au moment de la fin du mandat de Johnson, c'est 500 milliards. 500 milliards, c'est même le pic sur toute la guerre du Vietnam. Quel est l'indice alors de probabilité pour toi? Je vais mettre un bon 7 sur 10 quand même. Il y avait 150 milliards en jeu en plus quand même, c'est pas mal. On est passé de 350 à 500, ça vaut une petite note, quoi. Oui, c'est pas rien. En tout cas, c'est un peu plus que les réductions d'impôts obtenues par les compagnies pétrolières. Tous parano. Bon, on passe à la théorie numéro 5, c'est à ton tour, hein, et petit cadeau là pour le coup. C'est l'extrême droite américaine qui a tué Kennedy. Ah, alors là, le mobile, ça change un petit peu. Je m'en frotte les mains. Hein. Ce n'est plus l'argent là qui compte, c'est la haine. Eh ben ouais, c'est l'extrême droite, quoi. Oui, enfin, ils n'ont pas le monopole non plus, quand même. Hein. Mais bon, c'est la haine de l'extrême droite envers un président catholique. Rappelons-le quand même, JFK, jusqu'alors, c'est le seul président catholique. Et d'ailleurs, il n'y en a eu qu'un derrière. C'est le président actuel, Joe Biden. Hein. Et puis surtout, c'est un président qu'on a vu trop faible avec les communistes, les Cubains, tout ce qu'on veut. Et puis, surtout, trop doux avec les Noirs. Son soutien à Martin Luther King, dans son combat pour les droits civiques dans le sud des États-Unis, bien sûr, ça constitue, aux yeux des suprémacistes blancs, sans doute son plus grand crime. Bah oui, je crois que c'est clair. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le contexte avec ces belles cagoules? Oui, il y a quelque chose de très intéressant, en fait, c'est que, selon certains théoriciens, Kennedy, il allait s'apprêter à divulguer un secret d'État. Ah. C'est les liens étroits et secrets qui ont existé entre une partie de l'establishment américain et les nazis. On peut penser notamment à la famille Bush, enfin au grand-père Bush, qui vendait des armes aussi bien aux Alliés qu'aux puissances de l'Axe, jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Oui, la famille Bush, dont on a parlé dans l'épisode de Tous Parano concernant le nouvel ordre mondial. Bon, indice de probabilité, là? Écoute, je dirais 6 sur 10. Ouais, c'est pas énorme. Oui, mais pourquoi je dis ça? Parce que j'imagine plus une conspiration sophistiquée, je vois moins l'extrême droite en être à l'initiative. Ils peuvent être un peu organisés et intelligents quand même. Oui, mais ça fonctionnerait mieux si tu veux avec l'hypothèse d'un acte isolé qui aurait été accompli par quelqu'un d'un peu déséquilibré, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, là je comprends. Après que les tueurs, par contre, ou les commanditaires aient de fortes sympathies d'extrême droite, alors ça franchement, ça tient complètement la route. Oui, mais tu peux mettre moins même du coup. Hein. Oui, mais je mets pas moins, parce que en réfléchissant un petit peu, il y a quand même aussi un fait. Et bien, c'est que les jours, tu vois, qui précèdent l'assassinat de Kennedy, à Dallas, des activistes d'extrême droite qui sont affiliés au Ku Klux Klan. Ah, bah les voilà, les cagoules à pointe. Eh bien, ils ont distribué des centaines de tracts dans la rue, des centaines de tracts anti-Kennedy. Sur ces tracts, qui sont quand même bien connus, hein, il y a quand même écrit « Recherché pour retrahison ». C'est des tracts, esprit un peu Far West, qui mettent clairement sa tête à prix à Kennedy, quoi.
Donc dans le doute, je préfère quand même mettre un petit peu au-dessus de la moyenne. Ok. Bon, à toi maintenant, je t'écoute. Bon, on est obligé d'y passer. La CIA. Ouais, gros morceau là. Bon, heureusement, on l'a déjà pas mal abordé. C'est sûr. Bon, alors le mobile, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Du coup, peut-être insister sur le personnage d'Alan Dulles. Ah oui, très très bonne suggestion. Bon, alors donc, Alan Dulles, ancien directeur de la CIA, il a été limogé par Kennedy après le fiasco du débarquement de la baie des Cochons. Il y a donc une dimension de vengeance là. Oui, donc ça c'est pour le mobile. Et pour tout ce qui est contexte, des choses à dire sur Dulles ? On peut préciser que Dulles est l'un des 7 sages de la commission Warren. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il était donc parfaitement en place pour dissimuler les liens entre la CIA, la mafia et les anticastristes. Si on croit cette hypothèse. Ouais. C'est ça. On peut ajouter aussi que son bras droit à la CIA, Charles Cabell, qui a été limogé en même temps que Dulles par Kennedy. Oui, le numéro 2 de la CIA sous son administration. Et donc ce bras droit, il avait pour frère... Qui ? Le maire de Dallas. Ah ouais. Coïncidence troublante, mais enfin bon, à vous de juger quoi. Et l'indice de probabilité ? Ah oui, c'est à moi de juger. Eh ben, je mettrais 7, parce qu'il est quand même super en place. C'est que son rôle au sein de la commission Warren ne plaide pas pour lui. Bon, allez, à mon tour. Que penses-tu de la théorie numéro 7, l'hypothèse de la mafia ? Là aussi, on l'a déjà pas mal abordé. Je t'avoue que j'aime beaucoup cette hypothèse. Ah ouais ? C'est aussi parce que le mobile est double, là. Parce qu'on a l'argent, évidemment, mais on a aussi la vendetta. Et en dehors du rôle de la pègre locale de Dallas ou de la Nouvelle-Orléans qu'on a pas mal développé. Carlos Marcello. Voilà, par exemple. On est quand même obligé de mentionner quelque chose qu'on a encore passé sous silence, qui est le rôle qu'aurait pu jouer la mafia de Chicago dans l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. La mafia de Chicago, à l'époque, c'est la plus grosse organisation mafieuse du pays. D'accord. Bon. Et le contexte alors ? Le contexte, c'est que le boss de la mafia de Chicago, il s'appelle Sam Giancana. Et Sam Giancana, il en veut beaucoup quand même à Kennedy. Là. Alors j'explique pourquoi. C'est parce que, ça c'est connu, il a aidé Kennedy à truquer les résultats des votes à Chicago pour permettre son élection. Il a aussi financé sa campagne électorale. Et comment Kennedy le remercie ? C'est qu'il décide, une fois élu, de livrer une guerre totale au crime organisé. Évidemment, la mafia de Chicago est dans le viseur. Et puis, petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, une certaine Judith Campbell. Ah. Qui est-elle ? C'est la compagne de Giancana. Et Kennedy, on le connaît, il ne peut pas s'en empêcher, il en fait sa maîtresse. Le boss de la mafia de Chicago se sent humilié. Et ça aurait pu déclencher finalement son idée d'éliminer Kennedy, et il était tout à fait en capacité de donner l'ordre, de le faire exécuter. Donc indice de probabilité, là on a de l'argent, on a du sexe, on a tout. Qu'est-ce que tu dis ? Pour moi c'est super haut, 8,5 quoi, quelque chose comme ça. Enfin moi j'y crois à fond. Déjà les assassinats, c'est dans l'ADN de la mafia. Tu vois, c'est pas comme s'ils devaient se réinventer. Et comme tu disais, le mobile est double. Et puis l'histoire avec la maîtresse, les multiples trahisons de Kennedy, ça fait quand même beaucoup. Puis j'ai envie de te dire aussi, si on prend les choses dans leur ensemble, la mafia de la Nouvelle-Orléans, la mafia de Dallas, la mafia de Chicago, enfin tout ça, ça peut quand même un peu vivre ensemble, et c'est capable de pas mal de choses, je pense. Bon, bravo, une bonne note donc pour la mafia. Ah oui, la meilleure pour moi. C'est à moi, théorie numéro 8. Ah tiens, c'est Fidel Castro qui a commandité l'assassinat de Kennedy. C'est pas la plus crédible, celle-là. Il y a un bon mobile quand même pour Castro, c'est éliminer le chef de l'État qui a fomenté de multiples tentatives d'assassinat contre lui, et puis qui a aussi essayé de renverser son régime, plusieurs fois en plus. Donc voilà, ça peut énerver un peu. Mais bon, en attendant, comme on l'a vu, Kennedy s'était engagé à jamais envahir Cuba, donc bon... Tu n'y crois pas ? Non, je mettrais tout juste un petit 2 sur 10, désolé, juste pour le soleil, quoi, les palmiers. Je suis plutôt partisan de l'implication des exilés cubains, pour suivre les pas du procureur Garrison aussi. Oui, une idée qu'on a déjà bien développée, pour laquelle l'indice de probabilité, j'imagine, est haut. Oui, là pour le coup, on pourrait monter sur un 7-8, quoi, c'est bien étayé en plus, quoi. Allez, théorie numéro 9, je pense que je vais te surprendre. Oui. Oui ? Oui, j'en doute pas. Ouais, j'en suis que tu me sens capable de te surprendre là-dessus. Non, parce que c'est surprenant quand même. Écoute, Israël est derrière l'assassinat de Kennedy. Faut toujours mettre un peu de complot juif, tu sais. Là, je tâche un peu, effectivement. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh ben, mon cher Geoffroy, le mobile est ici, celui-ci. Kennedy a été tué car il voulait faire suspendre le programme d'armement nucléaire israélien.
Et dans cette théorie, sache qu'on parle d'une connexion entre la mafia juive américaine et le Mossad, les services secrets israéliens. Ah oui, d'accord. Bah écoute, c'est intéressant, hein, ça fait toujours une théorie de plus. Je me permets quand même, au vu de tes explications lapidaires, Je te remercie, ouais. peut-être de mettre une note à sa théorie. Je t'en prie. Moi, je mettrais pas beaucoup plus que 2 sur 10 quand même. Ouais, bon, je suis assez d'accord. C'est un poil tiré par les cheveux et pas très étayé. Bon, allez, une dernière pour la route et on remballe. De toute façon, c'est bon, on arrive à 10, hein, c'est un peu le top 10 des théories du complot, là. Puis je crois qu'on a fait le tour. Mais pour finir en beauté, j'en ai réservé une, complètement dans un autre registre. Ah, tu m'intrigues. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la thèse de l'accident ? La thèse de l'accident ? C'est une théorie qui est assez récente et qui est à la fois cocasse et très sérieuse. Ah, ça me plaît déjà. C'est un peu comme toi, tu es cocasse et moi je suis très sérieux. Elle prétend que la mort de Kennedy, finalement, aurait été causée, écoute bien Gaël, par le tir accidentel d'un agent des services secrets, et pas n'importe quel agent. Ouais. En l'occurrence, l'agent qui s'appelle George Hickey, c'est l'agent qui est assis dans la voiture qui suit immédiatement la limousine du président au moment du drame. Ah, c'est celui qui s'est ensuite allongé sur le corps de JFK ? Oui, tout à fait, celui-là même. Et donc, ce qui se serait passé, suivant cette théorie, c'est qu'à la suite des 2 balles tirées par Oswald, donc qui rentrent dans l'équation toujours, Hickey, il aurait voulu riposter, il aurait sorti son pistolet, mais à cause des balles qui sont tirées, le cortège accélère. L'agent Hickey, il perd l'équilibre, et en perdant l'équilibre, il appuie accidentellement sur la gâchette de son pistolet, ce qui déclenche le fameux tir qui explose la tête du président. C'est génial. Enfin bon, c'est tragique. La boulette, quoi. Bon, en tout cas, ce serait bien un tir par derrière, conformément aux conclusions de la commission Warren et du comité du HSCA. Effectué du coup aussi par un second tireur, comme ce que dit le HSCA. Et tu sais, ce qui est pas mal avec ces théories, c'est que du coup, quand on réfléchit une seconde, c'est qu'on comprend mieux les omissions, les dissimulations des différents services de renseignement. Parce que bon, évidemment, ils vont chercher à masquer cette terrible bévue commise par l'un des leurs. Ah oui, c'est génial. C'est cocasse et intelligent. Inattendu même, je pourrais dire. Alors, qu'est-ce que tu mettrais comme note à cette 10e théorie ? Je crois que j'ai été séduit. Je crois que c'est finalement ma préférée. D'imaginer que pendant des années, on a remué ciel et terre pour établir des connexions entre des coupables présumés et définir les contours d'un complot, alors que c'est un accident bête. Je ne sais pas si c'est rationnel, mais je mets 10 sur 10. Et puis comme ça, on passe à la conclusion sur une bonne note. Nous l'avons vu, peu de sujets se prêtent comme celui de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à un tel foisonnement de théories du complot. Presque 60 ans après le choc de la mort de JFK, les circonstances de ce drame, malgré les centaines de livres écrits sur le sujet, restent toujours aussi mystérieuses. Il semble que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur cette affaire. Cela contribue à créer une fascination toujours intacte pour cet événement dont les conséquences ont été aussi immédiates que durables. La confusion et les doutes entourant l'assassinat de Kennedy puis celui de son assassin présumé, Lee Harvey Oswald, ont provoqué les premières fissures du rêve américain et effrité la confiance des citoyens envers leur gouvernement. Il faut dire que la plupart des documents relatifs à cette affaire n'ont encore jamais été rendus publics. Les chercheurs ne peuvent consulter que 3% des documents de la commission Warren et à peine 20% des documents du HSCA. Et c'est pour cette raison qu'en janvier 2019, une demande a été formulée par 60 personnalités afin de rouvrir officiellement l'enquête sur l'assassinat de John Kennedy. Parmi les signataires, il y a du beau monde. On trouve notamment l'ancien directeur du HSCA, les enfants de Bob Kennedy, le cinéaste Oliver Stone, ou encore le docteur Robert McClelland, son nom vous dit rien, mais c'est l'un des chirurgiens qui a tenté de ranimer le président aux urgences de l'hôpital à Dallas. Le doute sera-t-il un jour levé ? Connaîtrons-nous les véritables raisons de l'assassinat du 35e président des États-Unis ? Une seule chose est sûre, nous avons désormais pris l'habitude de remettre en cause les versions officielles que nous donnent nos gouvernements sur les événements les plus graves. Oui, c'est ça qui est important avec l'assassinat de Kennedy, c'est l'école du complot. L'événement qui a ouvert la porte à une multitude de théories du complot portant sur d'autres sujets, mais qui mettent systématiquement en accusation les mêmes coupables.
La CIA, le FBI, le complexe militaro-industriel, les grandes puissances de l'argent, autant de conspirateurs tout désignés que nous convoquons d'ailleurs régulièrement dans nos épisodes. Bref, de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre, explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire, ou simplement curieux de savoir, eh ben vous êtes là où il faut, c'est tous parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors, abonnez-vous au podcast, likez, partagez, bref, conspirez, pour faire de tous parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention. On n'est jamais assez parano. Ouais, t'as raison. On nous écoute. Et qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute deux musiciens quasiment amateurs, je pense, en fait. Pas très connus, en tout cas. Qui s'appellent Bill Noonan et Stacey Thomas et qui nous interprètent une chanson, ma foi, forte à propos. Lee Harvey Oswald Song. Superbe. Un peu de musique de Bayou, presque. Oh, complètement. Là, ça me rappelle avec nostalgie parce que tu sais que j'ai cette tendance. Notre voyage à la Nouvelle-Orléans. Ah, je vais me reprendre la jambalaya, tiens. Lee Harvey was a friend of mine. I was born in Dallas in 1952. Lee Harvey moved across the street on Beckley Avenue. He used to throw the ball to me when I was just a kid. They said he shot the president, but I don't think he did, because Lee Harvey was a friend of mine. He used to take me fishing all the time. He used to throw the ball to me when I was just a kid. They said he shot the president, but I don't think he did, because Lee Harvey was a friend of mine. I seen them pictures of him with leaflets and a gun. Shatters running every which way, but there's only just one sun. And now all of them pictures, they're locked away and hid. Yeah, they said he shot the president, but I don't think he did, because Lee Harvey was a friend of mine. He used to take me to baseball games on the other side. Ah merde, vous pouvez pas laisser les morts rester en paix, bordel! Allez, on coupe tout! Tous parano.